Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode du Ciné Déconfiné. Alors, nous sommes aujourd'hui plutôt en déconfinement, mais les salles de cinéma sont, elles, toujours bel et bien fermées. Donc il est toujours de bon ton de parler de confinement, surtout pour le cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui se passe en huis clos, en confinement, si l'on peut dire, Need Gap, et c'est Arnaud qui va nous en parler. Salut Arnaud. Salut Alex. Alors, Need Gap. Alors, ça a été réalisé en 2002 par Florent Emilio Siri, réalisateur moi que j'adore. Et vraiment, c'est un mec que je kiffe trop, qui est un peu je dis toujours sous-estimé, mais pour le coup, c'est vrai, je trouve que c'est un mec qui a une carrière vraiment hyper dans le genre en France, en tout cas, qui est assez reconnaissable, et qui est vraiment un mec qui utilise la mise en scène de façon originale en France, quoi, avec une espèce de culture des films américains des années 70-80, des gros films d'action, et le mec a une narration par la mise en scène que je trouve hyper intéressante. Et donc ce mec-là, en fait, on va parler de Need Gap qui est sorti en 2002, mais il a aussi réalisé Otage en 2005, L'ennemi intime en 2007 qui était sur la guerre d'Algérie avec Magimel toujours, et avec Albert Dupontel. Curieusement, il a fait Clo-Clo en 2012, mais alors, c'est pareil, on va pas revenir dessus. Moi, c'est un film, Clo-Clo, j'étais le premier étonné qu'il fasse ça, surtout après avoir tourné Otage en 2005, qui était avec Bruce Willis, le mec qui avait fait une carrière américaine. Et là, il fait Clo-Clo, et en fait, j'ai mis un peu mes a priori de côté, j'ai regardé le film en DVD, je l'avais acheté à l'époque. Et putain, bah pareil, la mise en scène elle est assez incroyable. Pour un biopic, en tout cas français, c'est ouf. Et honnêtement, hein, je trouve que même malgré le sujet de Claude François, c'est super intéressant. Et il a fait encore plus curieusement Pension complète. Alors là, c'est un truc, je tombe des nues, je l'ai pas vu, alors peut-être que c'est bien, hein. C'était en 2015. Bah, je suis en train de voir ça. Là, c'était avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin. Alors je crois que c'est sur un truc sur fond de restaurant. Je veux pas dire de conneries, hein. J'ai vraiment, alors, pour le coup, je connais pas ce film. Mais ouais, donc j'étais le premier surpris de voir ça. Mais en plus, je crois que ça peut être des retours extraordinaires, mais à voir. Je suis curieux du coup. Alors, Need Gap, le film du jour, donc c'était son deuxième film, ce que j'ai pas cité. Alors, il avait fait aussi, et je l'ai pas vu non plus, Une minute de silence, avec Magimel là aussi, c'était en 98, donc 4 ans avant le Need Gap qu'on va parler aujourd'hui. Alors, Need Gap, c'est donc 2002, donc ça raconte. Alors, comment résumer ça ? C'est-à-dire que c'est les forces spéciales en fait qui vont escorter le compte de la mafia albanaise en vue de son procès, et ils vont se confronter en chemin. En fait, ça se passe à Strasbourg, et pendant qu'ils le transfèrent, ils vont se confronter à la riposte, à une espèce d'attaque d'individus puissamment armés et masqués qui vont en fait tenter simplement de libérer le détenu. Et alors ils vont s'en échapper, ils vont trouver refuge avec le détenu dans un entrepôt isolé d'une zone industrielle à Strasbourg. Et donc ils vont se cacher là-dedans, quoi, avec tous les mecs qui vont se trouver autour à prendre d'assaut l'entrepôt. Et en même temps, dans l'entrepôt, il y avait déjà une autre bande, alors en parallèle, une petite bande de petits braqueurs de cité, hein, qui étaient venus là en fait pour carotter en fait le stock de marchandises. Voilà, c'était un stock d'ordinateurs, je crois, il me semble, qu'ils cherchent. Et donc en fait, c'est un espèce de huis clos où les flics vont devoir, alors c'est le postulat classique, hein, ils vont devoir en fait faire équipe avec des petits malfrats pour survivre face à une horde de gros psychopathes masqués, en plus qui sont en plus traités dans leur iconisation un peu comme des monstres. En fait, ils ont des masques, c'est presque SF. En fait, il y a un côté mélange d'action et un peu SF fantastique, qui était propre d'ailleurs au film dont il s'inspire, parce que c'est un remake en fait. Alors, comment dire, est-ce que c'est un remake inavoué ? Pas tellement, parce qu'il le cite énormément, mais c'est un faux remake en fait du film Assaut de Carpenter, qui était lui sorti en 76. Et moi, Carpenter, je suis un fan absolu. On en a parlé. Moi, ce film-là, c'est une tuerie. On va en reparler dans le podcast. Et en fait, il reprend en grosse ligne l'idée d'un confinement, ouais, enfin, entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'un huis clos, voilà, avec les flics et les assassins qui vont se confronter à des mecs qui vont essayer de rentrer dans le commissariat. Bah là, c'est un commissariat dans Assaut. Dans le film d'aujourd'hui, c'est un entrepôt. Mais voilà, enfin, une bande de malfrats qui va essayer de récupérer un mec détenu, voilà. Donc ça reprend ces lignes-là, mais sauf que là, je trouve où c'est malin, c'est que, comment dire, en fait, il prend le scénario donc du Carpenter, et en fait, il te met il y a un côté surenchère, mais il met plus de personnages, plus d'enjeux, avec des motivations différentes, on change de décor, tu vois, donc c'est ce qu'il faut faire dans un remake. On prend juste la trame d'origine, et puis on le met à sa sauce, quoi. Alors, à la sauce d'aujourd'hui, c'est-à-dire de braquage d'ordinateurs, tu vois, dans un entrepôt, avec une espèce de fond entre cités, les flics et tout. Il y a un espèce de truc intéressant. Et alors,
Pourquoi ce film particulièrement? C'est pas parce que en plus de kiffer ce mec-là, c'est un mec, en France surtout en 2002, j'étais halluciné de voir que, le film, c'est une mise en scène de ouf, quoi, qui se sert de sa caméra pour raconter l'histoire. C'est-à-dire que c'est presque un film, tu pourrais couper le son, pratiquement, hein, et tu comprends tout ce qui se passe parce que c'est l'agencement des plans, le montage, la façon de filmer, de présenter les personnages et les décors. Je veux dire, tu comprends tout de suite ce qui se passe. D'autant plus que ça paraît pas simple, ça paraît assez simple plutôt, je veux dire, le scénario comme je le raconte, mais en fait, comme il y a une multitude de personnages, il utilise beaucoup de montage en parallèle, en tout cas sur la première heure, pour suivre à la fois comment les flics qui détiennent ouais, le compte de la mafia albanaise vont se tirer de l'assaut des méchants du film, et en même temps donc et arriver donc dans l'entrepôt, et en même temps le petit braco des mecs des cités, qui sont eux en fait juste des petits ghettos, quoi, plus simplement, qui vont eux aussi arriver dans l'entrepôt. En fait, t'as une espèce de montage parallèle, donc ça fourmille en fait d'astuces scénaristiques qui en font en fait un film moins simple qu'il en paraît, et finalement assez touffu. C'est un espèce de film presque choral en fait, et moi je trouve ça intéressant. Après, tu vas me dire ce que t'en as pensé, on va revenir en détail dessus. Et bah écoute, je suis tout à fait de ton avis. Ce film, alors j'ai redécouvert ce film parce que je l'avais déjà vu, pareil, quand j'étais plus jeune, et le film m'avait déjà beaucoup marqué à l'époque, surtout parce que, je vais pas le cacher, j'étais petit, j'étais très fan des taxis, et du coup c'était un des acteurs du coup phare, et d'ailleurs qui est vendu, je me rappelle sur les premières affiches du film, c'était il y avait Sami Nasseri qui était en premier plan, alors que finalement dans le film c'est même pas particulièrement l'acteur principal, hein, c'est un des acteurs principaux, mais c'est quand même plus Benoît Magimel qu'on suit, et Nadia Farez. Carrément. Et Pascal Grégory. Mais bref, du coup, j'avais regardé ça pour ça, et quelle claque j'avais pris. Effectivement, les scènes d'action sont vraiment hyper bien foutues, mais même au-delà des scènes d'action, la montée en pression en fait de tout au long du film. C'est vrai que comme tu dis, en fait, c'est un film, ouais, c'est un film choral. On pourrait quasiment faire une sorte de je sais pas, j'allais dire d'arbre généalogique, avec les quatre groupes de personnages qui par étapes se rencontrent et se croisent pour arriver et pour descendre vers ce hangar en fait. Et un truc qui fait que c'est pas brouillon. C'est vrai que ça pourrait être, hein, avec un montage parallèle, mais là en fait c'est encore une fois dans la mise en scène, c'est extrêmement fluide dans le montage et dans les transitions. Tu passes soit avec des transitions visuelles, genre plan large, plan douche, non, c'est même plan hélicoptère, hein, de la ville de Strasbourg sur le défilé, parce que ça se passe pendant le 14 juillet. Ça a un peu son importance dans le film. Et puis ensuite, plan intérieur d'avion, on regarde à travers le hublot et du coup on voit la ville de Strasbourg. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont hyper bien pensés, ou alors je dirais des transitions plutôt alors je sais pas quel nom ça a exactement, mais je dirais thématique, c'est-à-dire que par exemple à un moment donné, on regarde dans un poste de télé, il y a les informations, aux informations on dit quelque chose, on sort du poste de télé, et en sortant du poste de télé ça va avoir un lien avec un des personnages qu'on va suivre vis-à-vis de l'information qu'on nous a donnée. Enfin, t'as toujours un lien, et ça se fait vraiment de manière hyper fluide, quoi. Mais d'ailleurs, il y a des transitions, mais déjà dès le début du film, déjà on te met tout de suite dans l'objet du truc. Le film s'appelle Need Gap, on commence avec un écran de télé, espèce de docu animalier, quoi. Le mec regarde ça, tu sais pas qui c'est encore, et en fait la caméra, on va faire un espèce de travelling arrière, et déjà ça commence tout de suite, bim, premier plan, il traverse travelling arrière de la télé, qui va on va en arrière, ça va dans le jardin en traversant la vitre, donc la vitre du salon. Bim, devant la caméra arrive, je veux dire, une abeille, enfin une guêpe, comme on en parle dans l'écran de télé. Donc la caméra va se mettre à suivre la guêpe, mais toujours dans le même mouvement de caméra, parce que c'est un espèce de plan séquence finalement. Et, c'est un petit plan séquence, ouais. Pour se rapprocher d'un personnage, que tu sais pas encore qui c'est, mais il regarde et il écoute la télé, donc ce truc de guêpe là, tu te dis mais c'est anecdotique. Et en fait, il y a une guêpe qui se pose sur son bras, bim, comment dire, apeuré parce qu'il entend, parce que à la télé on explique que la guêpe en fait pond des nids plus ou moins à l'intérieur de ses hôtes, et les larves qui vont en sortir vont dévorer l'hôte de l'intérieur. Là ça parle d'une mygale, et alors le mec est fasciné par ça, bim, la guêpe se pose sur son bras, il la balance, bim, la caméra suit toujours, on est toujours dans le même mouvement de caméra, on le suit se lever de son transat dans le jardin, puis il va regarder en fait
la cité, aux abords d'une cité de Strasbourg, là, au loin, et t'entends des coups de feu, espèce de pétard qui explose, tu te dis, bah putain, c'est la merde dans la cité, puis en fait, il fait une transition avec le 14 juillet, en fait, c'est un défilé militaire. Tu vois, il y a des trucs qui sont malins comme ça. Et d'ailleurs, on vient sur les petites transitions, alors là, purement technique, hein, je te disais qu'ils traversaient des vitres en avant, en arrière, ou même des habitacles de voitures. Non pas que ce soit des plans hyper originaux, mais en tout cas novateurs pour l'époque, surtout en France. Et ce qui est marrant, c'est que ces plans-là, c'est des gimmicks dont il va se servir souvent. Moi, je me rappelle notamment du Otage qui est sorti juste après. Après, parce que t'avais aussi Bruce Willis, donc qui est quand même une grosse star américaine qui avait adoré Nick Gep. Il l'avait découvert, je crois, dans un festival aux States. Et le mec était venu lui-même chercher Siri pour réaliser Otage après le suppliant pour faire Die Hard 4. Malheureusement, il l'a pas fait. Et en fait, dans l'ouverture de Otage, c'est pareil, on est sur un. Alors, bon, on va pas revenir en détail sur l'histoire, mais Otage commence en fait par une prise d'otage, comme son nom l'indique, d'un père de famille avec sa femme et sa fille qui les prend en otage dans sa petite maison. Et on commence avec un super générique et avec un mec, donc le mec qui est au téléphone, le père, avec donc les mecs les négociateurs qui sont à l'extérieur de sa maison. Alors, t'as un dézoom, un travelling arrière qui part du téléphone à l'oreille du gars, qui va sortir, traverser la vitre pour aller rejoindre en fait Bruce Willis qui est négociateur sur le toit d'un immeuble voisin. Et toi, il y a plein de petits trucs comme ça qui reviennent et c'est une façon de présenter les personnages qui est intéressante. D'autant plus que la présentation du mec donc en question avec la guêpe, donc qui est joué par Pascal Grégory d'ailleurs qui est mortel, mais on va en reparler. Tout de suite en 2 plans. En l'occurrence, ça c'est un plan séquence, mais tu vois après on le voit chez lui partir au travail. En fait, en 2-3 plans, tu comprends que le mec c'est un loup solitaire, il a pas de femme, il est tout seul, c'est le bordel chez lui. Il a un bras cramé, tu comprends qu'il a eu un passif assez douloureux. Il t'en fait une espèce de force tranquille. Tu sens que ce mec-là, il va falloir compter sur lui par la suite, tu vois. Et la guêpe, en plus, c'est un symbole parce que la guêpe, comme dit le guêpe, plus ou moins, ça raconte finalement, en gros, l'entrepôt avec le détenu, ce serait la reine et les guêpes, les assaillants qui vont attaquer, qui ont en plus des masques. Quand je disais des masques de SF, c'est-à-dire des gros masques noirs avec des grands yeux rouges qui rappellent en fait la guêpe simplement. Donc c'est marrant, il y a des petits symboles qui sont. Alors, c'est pas hyper finaux, mais au moins c'est malin. Tu vois, il y a une espèce de valeur ajoutée, je trouve. De façon originale d'approcher le sujet, d'aborder le thème du assaut de Carpenter, quoi. Alors ouais, c'est pas finaux. J'allais dire c'est pas finaux. En vrai, il en fait pas non plus des caisses. Mais c'est juste que il y a clairement d'énormes influences américaines en fait dans son film. Et du coup, c'est vrai que pour un film français, ça peut faire un peu gros sabot. Mais je trouve que le mariage entre guillemets la culture américaine et française passe plutôt bien. Oui. C'est vrai que tu vois, pour comparer avec des séries françaises qui essayent de faire des contenus américains, comme par exemple, je dirais la plus connue, c'est merde, comment ça s'appelle tu sais, la copie de NCIS, de NCIS et des experts. Ouais, je sais ce que tu veux dire, c'est les trucs qui passent sur les chaînes publiques là. Le RIS, truc police scientifique là. Ouais. Où tu vois là, typiquement les mecs ils utilisent des gimmicks visuels de films américains, mais ils n'en comprennent pas le sens et la pertinence. C'est-à-dire qu'on te fait des plans hyper stylés avec une musique et tout, mais sauf que on te filme Bordeaux en fait. Donc ça n'a pas vraiment. Et puis dans tout ce qu'il y a de plus kitsch. C'est ça, que là en fait il y a des gimmicks effectivement c'est des bons gimmicks en fait de films américains. Par exemple, forcément on peut le dire, hein, c'est carrément un remake de Assaut, hein, je veux dire, en termes de déroulement de scénario. Il y a même des dialogues qui reviennent quasiment tels quels. Lui-même le dit. Mais après c'est quand même c'est pas juste un plagiat, c'est vraiment fait finement. Et alors moi j'ai une autre j'y ai pensé après coup, une autre référence je pense, c'est Aliens de Cameron. Surtout pour la caractérisation des personnages, et je trouve qu'il y a ce truc là de hyper bien présenter les personnages, mais sans avoir besoin d'en faire des caisses, d'être hyper verbeux. Par exemple, parce que là du coup je me mélange un peu, je vais un peu sur 2 terrains, mais du coup pour le côté mélange influence américaine et française, il y a la présentation du groupe de petites frappes avec du coup Samida Seri, Bouachila, Benoît Magimel,
qui vont faire leur petit casse. Et donc, tu vois, le côté typique plan de gangster, de jeunes qui vont faire un coup. Donc, ils sont sous un espèce de pont. Donc, du coup, t'as un cadre hyper propre, un peu symétrique avec l'arche. Et puis, t'as trois personnages qui sont en train d'attendre, qui sont en train de fumer. Et puis, t'as une voiture qui arrive. Tu vois, ça fait très film gangster, tu vois. Ouais, ça. Mais en même temps, t'as le côté complètement digéré de bon, bah voilà, tu vois, le mec, Benoît Magimel, il a une espèce de survêt Adidas rouge. Enfin, tu t'as le côté, tu vois, ambiance France années 2000, quoi. Je veux dire, ils sont dans une petite bagnole, je sais même plus ce que c'est, mais c'est probablement une Peugeot ou un truc comme ça. Et là, bim, on va dans la voiture, on est que à l'intérieur, ils parlent pas. Et là, présentation de personnages, donc du coup, un peu, je disais à la Aliens. T'as Benoît Magimel qui se met à siffler. Au début, c'est un peu genre, vas-y, arrête. Enfin, tu sais, c'est tendu dans la voiture et tout. L'autre, il commence à siffler. T'as Samina Seri qui le regarde, genre, mec, enfin, c'est pas le moment. Et bim, et là il y en a, finalement il se met à siffler, tout le monde se met à faire une espèce de beatbox rap et tout, et ça passe hyper bien. Et en fait, avec juste cette scène là, il te montre en fait la cohésion du groupe, le côté un peu tendu de la situation, et en même temps les mecs qui sont un peu sur deux quand même, un peu probablement pas leur premier coup, et c'est fait, voilà, tu vois, c'est en même pas une minute, deux plans, et ça y est, il t'a présenté des personnages. Ouais, puis en plus dans ce plan-là, alors comme tu dis la cohésion, mais en plus comment dire, ce qui est intéressant dans cette façon de présenter, outre le fait qu'il n'y a pas besoin de dialogue pour le faire, et que là on est quand même on est sur le deuxième plan de caméra, hein, c'est-à-dire que on a le droit à un super travelling arrière qui passe par la tête de la voiture quand tu les vois rentrer dedans. Et juste après, donc tu vois ces mecs qui conduisent silencieux, ils commencent à siffler. Et ce qui est intéressant, c'est dans l'ordre des gens, enfin des personnages qui vont siffler, si tu comprends, comment dire, qui va mener le groupe. L'importance des personnages, ouais, voilà. C'est ça. Lesquels sont, on va dire, mènent le groupe, lesquels sont plutôt derrière. Alors, le premier qui commence à siffler, c'est Magimel, donc qui conduit la voiture d'ailleurs. Donc t'as l'autre qui est le personnage avec qui il peut se confronter, mais parce qu'ils ont une espèce de rapport d'amitié assez fraternel, donc qui hésite pas à être dur, un peu même mentor. Nasseri qui le regarde, l'air de dire bon mec, qu'est-ce que tu fais, mais qui va se prêter au jeu parce que les autres un peu larbins qui suivent le groupe vont suivre en fait Magimel dans son délire. Alors ils vont faire du beatbox et tout. C'est intéressant, t'as une espèce de hiérarchie qui se groupe en plus qui se forme en plus de la cohésion. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Et cette caractérisation, elle est là pour tous les personnages. Et après, en plus, de manière différente. Tu vois, bon, comme tu disais, pour le premier personnage du coup interprété par Pascal Grégory, c'est ce plan séquence avec, comme tu disais, son bras, etc. On voit ça à sa tête, ce qui a, comment dire. Ses émotions, il prend son flingue, et du coup c'est via cette espèce de cohésion de groupe pour le groupe des petites frappes. Et pour les militaires, ça passe par un truc, encore une fois, à l'Aliens, là, d'autant plus vu que c'est des militaires, t'as le côté personnalité marquée, ne serait-ce que par le fait que y a une nationalité différente pour les trois flics qu'on va suivre. Donc Nadia Fares, donc, qui est la française du groupe. T'as puis je sais plus son nom, mais t'as un mec qui est italien, Richard Samel. Et Richard Samel, du coup, qui lui est allemand. Et en plus, ils ont pareil, de par leur costume et leur caractère, on sait quels personnages sont liés. C'est-à-dire que t'as l'italien et Nadia Fares qui sont habillés de la même manière, en noir, etc. Donc tu comprends tout de suite que eux, ils se côtoient, c'est des collègues. Que le soldat allemand, en plus, il revient de l'avion, il a un design hyper particulier avec son masque gilet pare-balles en fer, qui est hyper. Enfin, en fait, ça en fait tout de suite des personnages hyper charismatiques. Tu sens la droiture dans le peu de dialogue qu'ils ont. Puis la les façon acteurs dont sont hyper bons. Ces masques-là, quand bien même ils existent j'imagine, j'en sais rien, qu'ils existent pour de vrai, mais la façon dont ils sont iconisés, montrés à l'image, en fait, ça en fait tout de suite quelque chose de presque SF. Tu vois, il y a un côté. Tu vois, tu citais Aliens, je suis assez d'accord, mais je trouve que de manière générale, le film, donc il utilise, on va dire, c'est de la science-fiction, de l'action thriller, mais il prête même à des genres presque fantastiques, on l'a dit, mais c'est presque un aversion home, tu vois, un sous-genre du cinéma d'horreur, tu sais, avec des assassins qui vont rentrer, comme l'était déjà. Parce que là, c'est pas la nouveauté du film, parce que le assaut de Carpenter en 76, c'était déjà un truc presque horrifique, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on voyait les méchants, vraiment au tout début du film, qui se baladaient dans la route, mais sur la route, alors tu voyais une bande de 3 ou 4 bonhommes, je sais plus trop, silencieux, alors pareil, un peu à l'image de la présentation des petits bracos, avec Nasseri Magimel dans la voiture qui siffle. Dans Assaut, tu voyais des méchants, donc les 4 bonhommes principaux, on va dire, silencieux, se baladaient en voiture. Et pareil, ils n'avaient pas besoin de parler. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est pas anodin, parce qu'ils présentent ces personnes, la bande de petits bracos comme ça dans Need Gap. C'est-à-dire que
c'est un peu la même présentation, mais en fait, sauf qu'ils te retournent le truc les petits bracos qui te présentent comme les méchants étaient présentés dans l'assaut, c'est pas les méchants en fait. Là, ils te retournent aussi des petites scènes qui sont intéressantes, et je trouve que ouais, il y a un côté horrifique dans le sens où c'est presque des monstres en fait. Tu vois, enfin, il y a des plans. Moi, je me rappelle, enfin, quand ils commencent à être dans l'entrepôt, tous les personnages, donc les flics et les petits bracos réunis, tu vois, quand les mecs vont commencer à faire leur assaut, alors ils sont vraiment montrés à partir de là, d'un point de vue vraiment purement, enfin, t'es dans l'entrepôt, t'es avec les personnages, tu vois ce qu'ils voient et tu vois des ombres, tu vois, déjà utilisées dans le assaut, et toi des plans avec des ombres qui passent, tu vois, dans le clair-obscur de la nuit, avec les projecteurs qui vont en faire des ombres immenses, tu sais, presque à une échelle bien supérieure à leur taille d'origine. Toi, il y a un côté, ouais, on sait qu'ils sont là. En plus, il y a une scène de ouf. Alors, la scène, alors pareil, tu vois, ça reprend. Il y a quand même beaucoup de scènes qui reprend aussi du assaut. Dans l'assaut, à un moment, les méchants, pour marquer un peu comment dire, leur nombre et la pression qu'ils peuvent mettre sur les mecs qui s'assaillent, ils vont tirer en fait purement gratuitement sur le commissariat. Tirer d'un non plus finir, hein, tu vois, pour montrer l'étendue des balles qu'ils ont, pour montrer l'étendue des moyens et du nombre qu'ils sont simplement. Et là, cette scène dans le Lead Gap, elle dure peut-être vraiment 2 minutes contre en main, quoi. Et ça tire de tous les côtés. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de méchants. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont des dizaines, voire des centaines. Enfin, ça devient presque un nombre presque paroxystique, mais en fait, qui serait presque même pas réaliste, si tu veux. Mais tu vois, ça part complètement dans une espèce d'univers presque science-fiction. Ouais, SF, tu vois, un truc, espèce de truc. En fait, et là, tu peux pas. Un mec qui va être, comment dire, casse-couille sur les détails, tu vois, je vais pas faire mon Durandal, mais tu vas dire, ouais, mais dans ce cas-là, mec, pourquoi personne ne les voit avant la fin du film, les entend, ça tire de partout. Tu t'en fous, t'es plus là-dedans. Tu vois, il y a une espèce d'approche réaliste qui est placée au début du film, puis en fait là qui est complètement cassée, puis c'est genre juste ça t'y crois en fait. Ça devient une espèce de truc. En même temps, c'est comme, pour le coup, c'est comme Asso, c'est-à-dire qu'en fait, on te montre au départ un petit groupe, mais là, en fait, la présentation de la mafia albanaise, des hommes de main, elle est, comment dire, elle est pareil, elle est hyper efficace. En fait, le truc, c'est qu'on t'en montre très peu, ouais. mais t'as un montage hyper cut. Et en fait, c'est tellement cut et ça va tellement rapidement que t'as déjà dès le début ce côté genre, mais en fait, combien ils sont en train d'ouvrir combien de caisses avec combien de munitions. Et d'ailleurs, t'as un petit plan dans ce montage cut où on s'attarde sur une caisse qui s'ouvre avec remplie de douilles de mitrailleuses et tu vois l'espèce de chaîne de balles qui tombe un tout petit peu, c'est tellement le truc en est rempli, tu sais, ça, t'as une douille qui tombe et puis les autres suivent derrière. Donc déjà de toute façon en fait t'as cette c'est assez malin parce que t'as ce côté de effectivement à l'image t'en vois pas 15 000 tout de suite, mais ça va tellement rapidement et ça fourmille tellement de plans différents que t'as cette sensation de putain, c'est une armée là qui va auquel on va avoir affaire. Ouais, bah après t'as même plus d'échelle, enfin tu te rends plus compte, tu comprends juste qu'il y en a des. Ouais, il pourrait y en avoir des milliers. Ça brouille la réalité quelque part. C'est ça. Et pareil, du coup, la première scène où ils attaquent le fourgon blindé, du coup, pour libérer le chef mafieux, montre un peu ça, parce que du coup, t'as ce côté sournois, plan dans la nuit, etc. Où au début, bon bah les mecs, ils changent juste leur plan de route, ils se retrouvent en pleine campagne, et là, bim, ils leur tombent dessus. Donc au début, t'as juste un piège, et puis hop, une roquette, et puis là, au loin, les mecs, ils vont regarder la caméra, ils vont voir, pouf, 1 point lumineux, 2 points lumineux. 3 points lumineux. Et là, du coup, tu vas voir les masques des mecs qui apparaissent. Et dans la fuite, ils essayent de se barrer et tu vois toujours un petit point lumineux qui est en fait sur leur masque. Ils ont, ouais, c'est ça, je crois, ils ont 3, ça fait 2 ou 3 points rouges, un truc comme ça. Ouais. Et ça pop un peu partout. Et du coup, ça fourmille. Et c'est là aussi qu'il y a le côté un peu référence Aliens, avec le côté masse. Et puis, nombre hallucinant d'ennemis en fait. Mais ça, c'est un gimmick. Tu vois, c'est pour dire, on cite des références quand même là. Tu cites Aliens, mais il y a. C'est là où tu vois quand même que c'est pas non seulement juste un simple film d'action. Genre moi, c'est une autre référence, alors qui est venue plus tard pour le coup. Je dis pas du tout que c'est inspiré de ce film-là, pas du tout, parce que c'est déjà un gimmick visuel qu'on avait déjà vu. Mais dans le territoire des loups, ils vont te faire apparaître les loups à un moment de nuit, avec juste les yeux qui brillent dans l'obscurité, tu sais, par dizaines. Alors au début, t'as un loup qui est en premier lieu, mais qui dans la nuit, donc en fait les mecs les voient pas, enfin n'arrivent pas à les voir. On voit juste une paire d'yeux jaunes en fait qui brillent dans le noir. Puis en fait, t'en as des dizaines qui se faufilent juste derrière et tu vois en fait juste un écran noir avec des yeux jaunes qui te regardent au loin, quoi. Et toi, il y a plein de trucs, et ça, tu vois, donc ça, c'est un code utilisé dans ce film-là, mais c'est des purs codes de films de genre.
de film vraiment presque de survie, quoi. Et tu vois, justement, je trouve alors, par ses idées de scénario et de mise en scène, mais aussi même par ce qu'il va faire de l'éclairage. Alors, je sais pas qui fait la lumière du film, hein, mais il y a des trucs intéressants, genre, des trucs, genre des lumières, tu vois, genre quand la petite bande de bracos, en fait, pénètre, c'est avant que, voilà, c'est avant qu'il pense juste braquer à ce moment-là, c'est avant qu'il y a l'assaut de tout le monde, là. En fait, il rentre par le toit sur l'entrepôt, et t'as un espèce d'éclairage rouge, mais tu sais, qui rappelle un peu l'atmosphère oppressante d'un sous-marin, tu vois, en pleine, quand ils sont en immersion périscopique, un espèce de truc qui t'accentue en fait le côté huis clos, et tu sais, ça pioche à pas mal de genres, ou même ne serait-ce que dans des scènes de pré-attaque, dans des hélicoptères, mais tu vois, comme dans les films du Vietnam des années 70-80, t'en ai eu des milliards, jusqu'à même des Predators. Là, je me rappelle, au début, ça commence comme ça, ils sont dans leur petite, genre le calme avant l'action, tu vois, avant la tempête. T'as des trucs comme ça qui sont intéressants, de même, toi, on parlait tout à l'heure, enfin, je te parlais de la scène avec la fusillade gratuite, là, juste pour montrer leur puissance quand ils tirent partout sur l'entrepôt, les méchants, là. Bah, ça laisse évidemment, donc, à l'image de l'affiche du film, l'espèce de trous laissés par les balles sur les murs, en fait, par lesquels en fait la lumière des projecteurs de l'extérieur de l'entrepôt va rentrer en faisceau lumineux, si tu veux. Et en fait, si tu regardes bien quelques plans, alors j'en ai vu au moins deux, en fait, quand les personnages à l'intérieur de l'entrepôt vont passer, en fait, ou ne serait-ce juste que marcher devant ces trous de lumière, bah, la lumière qui est donc les faisceaux lumineux laissés par les projecteurs extérieurs, en fait, les faisceaux lumineux suivent le personnage. Alors, ce qui est irréaliste, ça n'arrivera jamais, ça, mais ils suivent le personnage marcher, en fait. C'est juste des techniques pour en fait concentrer ton regard, voilà, pour focaliser le regard sur ce qu'on doit voir à l'écran. Genre, s'il y a un mec qui fait une action sur le devant de la scène, c'est ça qu'on doit regarder et pas autre chose. Et en fait, ça te permet de manière indirecte, en fait, de te focaliser sur le personnage qui marche ou fait autre chose. Tu vois, il y a une espèce de côté. C'est intéressant, c'est des petits codes, mais dans un cinéma du genre français, tu vois jamais ça, quoi. C'est des trucs qui sont intéressants. Ils tirent des néons qui grésillent parce qu'ils ont après l'attaque, tu vois, ça t'éclaire l'entrepôt de différentes façons, et puis alors, ça te met en avant des endroits de l'entrepôt que t'avais pas vu, des trucs, c'est intéressant. Il y a plein de trucs. Et puis après, alors je pourrais citer, on parlait de Aliens, de tous ces films-là. Moi, je pense qu'il aime bien Michael Mann aussi, parce que je trouve qu'il y a une gestion du son dans les impacts. À défaut, le film n'est pas réaliste, ça se veut pas réaliste, du coup, contrairement à Michael Mann, et je trouve qu'il y a dans la gestion qu'il va faire des armes à feu, des impacts, de la puissance d'impact, je trouve qu'il y a un espèce de côté hyper. Ouais, tu vois, bah, à ce titre, la scène de fusillade sur les murs, là, je la trouve hyper puissante, mais vraiment au niveau sonore, t'es par terre, ça te met par terre, quoi. Je trouve ça, il y a une espèce de véracité quand même dans la volonté, malgré tout, l'univers un peu fantastico-horreur du film, d'aussi rappeler que voilà, que c'est des armes à feu. Je pense que le mec il a dû s'intéresser vraiment à la question, et il y a un côté hyper détaillé, quoi, qui marche, je trouve. Michael Mann, moi j'ai vu beaucoup de McTiernan aussi. Moi je trouve que j'ai l'impression, hein, je pense pas que c'est une impression, mais d'ailleurs ça se voit clairement qu'il aime Piège de cristal, le premier Die Hard. Je veux dire, il y a des trucs dedans, enfin, dans la scénographie, puis même à la fin t'as carrément une scène qui rend complètement hommage, je pense, peut-être que je me trompe, à McTiernan. Il y a une scène, je sais pas si tu te rappelles, où c'est un des soldats qui va se faire tuer dans un sanitaire. Il est devant la Oui. glace, et en fait il se fait buter. Alors, et là c'est comme un film d'horreur, parce que le mec il est devant le miroir, on voit rien derrière lui au miroir, mais le fait que le miroir il est ouvert, en fait c'est une espèce de placard miroir, en fait, et sauf que lui, tu vois, il boit de l'eau, puis d'un coup il s'arrête, il sent qu'il y a quelque chose qui est à côté ou derrière lui, et en fait il regarde sur le miroir, puis il referme le placard avec le tiroir dessus, là, enfin avec le miroir dessus, et il voit que en fait il y a un des mecs monstre, quoi, entre guillemets, qui est derrière lui, puis il se fait buter. Et ben juste après, t'as une scène où Magimel a entendu le coup de feu, il se rend compte qu'il y a un problème, il va dans le sanitaire, il voit le mec par terre, et il voit le méchant, en fait, partir dans le sous-sol. Et il le suit, et là, comment c'est filmé cette scène-là, bah, c'est du McTiernan, c'est-à-dire la caméra, en fait, suit le regard de Magimel, c'est-à-dire qu'il va se cacher près d'une porte, enfin d'une porte ouverte, en pensant que le mec va être dans le couloir derrière. Bim, il regarde sur le côté, il y a personne. Alors la caméra suit son regard quand il regarde le couloir, bim, il revient par l'entrebâillement de la porte, la caméra le suit, et elle revient quand il va rentrer dans le couloir. Toi, c'est du McTiernan, il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants. Je sais pas si t'avais repéré peut-être des... Non, moi alors c'était plus pour l'histoire de la montée en pression que je trouve hyper efficace. Là où, comment dire, c'est certes un remake d'Assaut, mais par contre, enfin d'Assaut, de Assaut, pas de Dassault. Petite blagounette
pas du tout drôle, mais j'avais envie. Je suis fatigué, C'est, d'accord, laissez-moi. D'ailleurs, Assaut on the, je sais plus quoi, parce que c'est le Assaut sur le Freeway, 113, ouais, c'est ça. version originale de 13e district ou un truc comme ça. Ouais. Au niveau de la mise en scène, il y a un truc qui est très. Il aime bien les petits plans séquences, c'est posé, mais c'est toujours en mouvement, en fait. Alors, on n'est pas sur de la caméra à la main, c'est toujours sur machinerie. Je pense à un plan qui est assez ouf en termes de montée en pression. On sait qu'il y a ce groupe d'Albanais qui va arriver. On imagine que c'est lié avec le prisonnier du coup qui est transféré par le GIGN, hein, je pense. Et on voit en fait donc les mecs vont sur le périph' et il y a un accident de voiture. Donc au début c'est ah merde, il y a un accident de voiture, bon on se fait un petit carambolage comme les mecs ont pas trop le temps de voir venir. Et puis ils décident bon bah c'est pas grave, faut qu'on fasse itinéraire bis et tout. Et là en fait au moment où le convoi change de direction, on suit d'abord le convoi. Ensuite, la caméra s'attarde un peu plus sur le. Alors, tout c'est en plan douche en hauteur. Ça doit être c'est plan grue, ça doit être un travelling hein, en grue. Et donc, du coup, tu découvres le carambolage. Donc, au début, bref, carambolage normal, une voiture, deux voitures. Et puis là, tout d'un coup, tu as une voiture avec un impact sur le pare-brise, tu vois. Un truc où toi, tu fais c'est marrant, ça fait. Déjà, ça fait plus. Je comprends qu'il y a un problème. Ça fait plus accident normal. Et là, bim, on va sur le car, on descend doucement. Et là, effectivement, si. Alors voilà, je pensais, du coup, si McTiernan, Predator, du coup, t'as le chauffeur du car qui est, du coup, alors le car est renversé, donc le chauffeur, comme il est attaché en ceinture, il est les bras ballants, en fait. Et tu sais, avec le sang qui coule partout. Donc, tu sais, ça fait un peu. Tu sais, il y a ça dans Predator, bon, sauf que dans Predator, il arrache la peau de ses victimes, mais tu sais, t'as cette position de, tu sais, des cadavres qui sont. Donc, au début, Ouais, déjà, tu vois clairement qu'il y a pendu aux arbres, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bim, on se rapproche doucement et là on voit que sur ce cadavre, sur le chauffeur du car, il y a un impact de balle dans son crâne. Et en plus, t'as vraiment ce côté avec la musique qui fait clairement film d'horreur, tu vois. Au début, c'est lent, c'est posé, c'est un peu inquiétant. Et alors là, bim, là, ça commence à monter vraiment en mode genre c'est l'horreur, quoi. Putain, là, il y a un truc. Et puis comme Predator ou Aliens, tu vois, c'est le côté, c'est une menace qui est presque intangible, qui échappe à tout le monde en fait, qui échappe à tout le monde. Ouais, bah c'est presque un événement fantôme. Enfin, tu vois, au début, cette scène-là, en l'occurrence, ouais, tu comprends qu'il y a un problème, tu comprends, voilà, tu sais ce qui va se passer, mais la façon dont c'est fait, tu vois, il y a un côté. Cette scène m'a fait penser, alors, c'était plus tard du coup, mais elle me fait penser un peu à Dark Knight, tu vois, quand ils font le transfert de Dane, ils vont se confronter à un camion, je crois que c'est camion d'ambulance, je crois, qui est cramé sur la route, qui vont les faire passer par le, comment dire, sous le fleuve, là, tu sais, ils vont passer dans le tunnel. Et en fait, c'est là où le Joker va attaquer. Tu vois, ça m'a fait penser un peu à ce genre de scène-là. Mais tu vois, il y a une scène juste avant. Alors, on parlait du prisonnier. Quand les forces spéciales, alors à son arrivée à l'aéroport, en fait, l'installent dans le fourgon blindé qui va permettre de faire son transfert. T'as un montage, putain, à ce moment-là, mais qui est ouf. C'est-à-dire le montage simplement dans le fait de l'installer dans le véhicule. En fait, t'as un enchaînement de plans. Alors, c'est pas épileptique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est très très rapide. En fait, t'as un plan, une action. Un plan, une action, et t'en as peut-être, je sais pas, 15 plans en même pas 10 secondes, quoi. Et en fait, tu le vois, genre, simplement, on le menote, on l'attache, on le fout dans l'espèce d'arrière, espèce de box à l'intérieur du fourgon blindé où il y a que lui, avec bim, on ferme les portes, on laisse passer les yeux pour regarder, et bim, 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 ça enchaîne, et avec lui, en plus, lui qui est cagoulé, le prisonnier, avec une forte stature, qui est toujours filmé de dos, caméra à l'épaule, où tu vois juste le mec qui est hyper imposant. Ça en fait, c'est un montage qui permet de faire de lui une espèce d'être presque. Ouais, enfin, tu sens tout le potentiel de danger, de dangerosité qu'il peut avoir ce personnage-là. Et que tout va tourner autour de ce mec-là. Et je trouve ça intéressant, et t'as plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai, ouais, t'as plein de trucs. Mais ça pioche un peu à plein de références, tu vois. Genre, là, on citait Mann et compagnie, McTiernan, ouais, je pense que c'est un mec qui a la même culture, qui a grandi avec tous les films de genre que nous on kiffe aujourd'hui, tu vois, et c'est intéressant qu'il foute ça dans des films comme ça, quoi. Je veux dire, je sais pas, j'ai marqué tellement d'exemples, ne serait-ce que de prouesses techniques dans le film, et de gimmicks aussi, tu vois. Alors par exemple, j'en reviens souvent sur Otage, son film d'après, parce que je trouve que, mine de rien, il y a des trucs. Tu vois, genre, il te reprend les scènes de on te bousille les caméras. Alors, les mecs vont tirer sur les caméras de surveillance à l'extérieur pour évidemment pas que les mecs qui vont assaillir à l'intérieur puissent voir où ils sont. Donc, ils tirent sur les caméras de surveillance. Alors, ce qui font qu'ils deviennent encore plus énigmatiques dans le sens où on ne sait même plus où ils sont.
vois, il y a des trucs comme ça. Ils le font dans Otage, tu vois, les forces spéciales vraiment du film tirées sur les caméras de surveillance de la maison dans laquelle se passe l'action, c'est-à-dire la prise d'otage. En même temps, il y a dans Otage, il y a donc il y a comment dire, c'est une histoire en parallèle où tu as une prise d'otage dans une maison, et en même temps, le personnage de Bruce Willis, qui est un ancien négociateur, qui est un personnage torturé parce qu'il a un passif douloureux, est remis sur le terrain aussi parce que tu as une autre bande on va dire, de preneurs d'otages qui ont pris sa famille en otage et qui lui disent d'aller dans la maison pour récupérer on va dire, un objet pour lui le transmettre. Et en fait, ces terroristes-là, ils sont masqués à la fin d'otage exactement comme sont masqués les mecs dans les guettes, c'est-à-dire là, sauf que là, ils ont pas les grands yeux rouges, ils ont des grands yeux verts, tu vois. Il y a un côté, c'est marrant, tu vois. Il te reprend des trucs comme ça, et puis le final d'otage, ça se termine quand même sur un espèce de scène qui est pas la plus réussie du film d'ailleurs, mais un peu slasher, tu vois, où l'un des terroristes, des terroristes, pardon, des preneurs d'otages à l'intérieur de la maison. Là, jusqu'à maintenant, on est dans un pur film thriller à penchant fantastique, mais quand même simplement thriller. Ils sont trois preneurs d'otages, il y en a un des trois qui va tuer les autres. Et pour chasser la gamine et son frère qui sont en otage à travers les coursives du bâtiment, tu vois, dans les conduits d'aération, mais en film d'horreur, tu vois, en slasher, on aurait dit comme un boogeyman, tu vois. D'ailleurs, ça se termine dans une espèce d'effusion un peu sanglante, tu vois. Donc ça se termine sur alors c'est peut-être moins équilibré dans ce film-là que dans Nick Gap, mais tu vois, il y a quand même cette volonté de piocher un peu dans tous les genres. C'est marrant parce qu'il le fait souvent, ça. Ouais, complètement. D'ailleurs, pour repréciser, quand on parle film fantastique, c'est pas que il y a des éléments fantastiques dans le scénario, mais c'est que la mise en scène, effectivement, prend des gimmicks de films d'horreur et on caractérise la menace de ce qui est parfaitement réaliste en fait. C'est juste des mecs, c'est juste des mecs armés, mais la manière dont on les caractérise, on a l'impression que c'est une masse informe. C'est un groupe quoi, et d'où le nid de guêpe en fait, c'est-à-dire que ça fourmille. Et d'ailleurs, alors je sais pas si tu l'as remarqué aussi, moi j'ai mis du temps en fait à remarquer ça. Après je sais peut-être que j'étais fatigué et que je buguais, mais j'avais l'impression en fait que quand on arrivait au niveau du hangar, au niveau des scènes de nuit, il y a un espèce de grain d'image numérique qui apparaît. Et au début, je me suis fait la réflexion en me disant genre oh bah c'est un vieux portage DVD Blu-ray, tu vois, c'est les premières caméras numériques de l'époque, et du coup t'as un espèce de grain et ça fait vraiment comme un petit fourmillement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah j'écoute, j'ai pas trop fait ça. Toi, je suis d'accord, mais j'ai pas trop fait gaffe à ça, ouais. Et en fait, en faisant gaffe à ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce fourmillement était vraiment extrêmement présent que dans la zone du hangar en fait, c'est-à-dire que parce qu'il y a d'autres scènes de nuit ou un peu sombres, comme par exemple quand les mecs attaquent le fourgon la première fois dans l'espèce de champ là, Ouais. et c'est pas aussi ce grain est pas aussi présent, et du coup j'ai l'impression que pour accentuer ça, pour accentuer cette espèce d'ambiance oppressante, et de ça fourmille, ça grouille vraiment, ça grouille même jusqu'à l'image en fait. Je me demande s'il a pas forcé un peu ce grain d'image numérique pour les séquences. Ça me paraît probable, ouais, pour l'histoire de dire que les guêpes tournent autour de leur nid. Sûrement, hein, sûrement. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe aux détails. Mais pour aller jusqu'à du coup, la scène finale où là du coup on a en plus l'espèce de donc pour la scène finale, donc encore peut-être un peu j'allais dire clin d'œil à Aliens, avec du coup il se barricade derrière, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est une espèce de tour de contrôle dans le hangar, donc ils mettent des containers devant pour se barricader, et parce qu'ils savent que voilà ils ont plus aucune chance, ils vont forcément réussir à rentrer, ils sont plus armés, ils sont plus nombreux, et là du coup dès qu'ils arrivent, là tu vois les mecs qui fusent de partout, et tu vois les ombres, tu vois des centaines d'ombres qui s'enchaînent sur les plans et tout, et c'est puis du coup c'est avec comment dire, la lumière provoquée par les armes à feu, du coup ça flash de partout, des ondes dans tous les sens, du coup t'as vraiment c'est même pas cet effet de des références de jeux vidéo, t'as l'impression d'être dans un climax de toi, c'est je vais te confirmer ça tout de suite. En fait, je viens de voir qu'il a bossé sur deux Time Splitter, n'importe quoi. Splinter Cell. Ouais, bah tu vois. Il était directeur artistique sur les Splinter Cell. Splinter Cell, tu vois, l'imagerie de Splinter Cell, même si ça raconte évidemment pas la même chose, il y a un côté quand même, tu sais. C'est con, mais le masque. Le masque, ouais, c'est le masque qui est.
jeter la comparaison des masques de Nick Gap avec celui d'Otage. Alors Otage c'est des masques qui peuvent exister, je veux dire c'est simplement des masques un peu les mêmes mais avec juste à la place de grands yeux rouges des lumières infrarouges mais avec qui sont des petits faisceaux verts si tu veux. Donc c'est des masques qui existent si tu veux. Mais ils sont filmés quand même dans un côté fantastique et justement là tu me parles de Splinter Cell, je suis pas étonné, c'est exactement les mêmes masques en fait. C'est exactement les mêmes persos. Et ouais, c'est sur tu vois, jeux vidéo ça m'étonne pas, comme tu dis à la fin quand ils sont des émissions mais il pourrait en avoir des milliers dans le bar, c'est dans le bar, pardon, dans le hangar que c'est presque normal. Tu te poses même plus la question, quoi, de savoir. Il y a un côté, ouais, c'est la fourmi, mais t'as raison, ouais, il y a un côté, ils tournent autour de leur nid. Mais justement, il y a des scènes. J'en reviens parce que j'ai repensé. On parlait tout à l'heure un peu de comment il te retournait le film de Carpenter à sa sauce. Il y a des renvois, tu vois. Alors, on parlait dans le brainstorming, tu vois, mais la scène dans le assaut de Carpenter, ça commence quand même où tu vois en fait les principaux méchants, encore que c'est faux de le dire parce qu'ils sont en fait ils disparaissent vite au profit de dizaines et de dizaines d'autres méchants. Et genre tu vois juste quatre types se balader dans la ville en fait avec un flingue au bras, tu vois, genre tu sens qu'ils errent pour tuer quoi, des espèces de mecs mais silencieux, ils parlent pas, tu vois, pareil montrés caractérisés que par l'image. Et ils vont s'en prendre à une petite fille qui se balade avec son père en voiture, mais la petite fille va supplier son père de s'arrêter pour aller acheter une glace à un marchand de glace, tu vois, dans son petit camion de rue là. Et en fait, le père cède, s'arrête, la petite fille va toute seule devant le camion du marchand de glace pour aller demander sa glace. Et tu vois les mecs que tu as vu depuis le début se balader tout seuls dans la rue avec leurs flingues, leur voiture passer à côté du marchand de glace, regarder la petite fille, repartir. Et puis ils reviennent plus tard, mais tu vois, il te fait un vrai suspense là-dessus, là ça dure longtemps. Ils finissent par tuer la petite fille. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le Nick Gap là, de Syrie, ils te refont une scène où t'as un mec avec son fils dans une bagnole qui vont se faire arrêter par ceux qui croient être un flic. En fait, il s'avère que c'est un des assaillants. Tu vois, tu vois, il s'insiste bien, le plan sur le gamin qui est avec sa glace, en train de rigoler et compagnie, puis en fait, il le bousille derrière. Toi, c'est marrant parce que c'est une façon de rendre hommage au film sans te faire le même traitement. Toi, là, c'est plus anecdotique, mais c'est pas gratuit dans le sens où ça permet aussi de montrer la véracité. Enfin, et même le fait que les mecs sont prêts à tout, quoi, à tuer des gosses juste simplement pour tu vois, ils sont prêts à tout pour arriver au bout de leur plan, de tuer des gosses qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc ça les met aussi dans une position de méchants sur que rien ne peut t'arrêter, quoi. Ouais. Alors là où par contre je trouve forcément le film de Carpenter au-dessus de Nick Gap quand même, c'est le côté beaucoup plus froid et brutal en fait de la mort. C'est-à-dire que alors déjà au final c'est même pas forcément la fille en fait qui est la cible de ces mecs-là. C'est en fait la fille c'est un dommage collatéral en fait concrètement. Elle est là comme le poids de une glace vanille fraise, le marchand lui donne une glace vanille et puis oh bah merde non je voulais vanille fraise donc elle y retourne tu vois, donc au final bon elle aurait pris sa vanille, elle aurait fermé sa gueule et elle serait vivante. Voilà, moralité, faut pas se plaindre. tu prends ce qu'on te donne. Mais bref, et du coup t'as le côté hyper brutal tu vois donc d'abord le mec ils abattent le marchand de glace. Et là, t'as la gamine elle se rend pas compte en fait qu'il se passe quelque chose et qui fait bah je voulais vanille fraise. Et là t'as juste un plan, un regard. Et là le mec il lui tire dessus mais hyper froidement et tu vois l'impact de balle sur la gamine qui se met à tomber avec le sang qui coule et tout. Ah mais ça c'est hyper froid et c'est hyper c'est rapide tu veux, il y a pas de diffusion non plus, c'est vraiment c'est simple. Là, ça marque la gratuité du geste quoi. Et du coup ça montre la gratuité du geste et aussi la violence du moment que tu viens de voir en fait. D'autant plus que toi après il la prépare. Il te la prépare. Et oui, c'est ça. Tu vois, ça tue, c'est-à-dire que c'est un dommage collatéral et c'est du hasard qu'elle se fasse tuer. Mais par contre, quand tu vois la gamine, c'est tellement en plus, il joue à mort la carte c'est l'innocence, tu vois. C'est une petite blonde à couette, doit avoir 10 ans avec une petite robe jaune. C'est vraiment, puis elle veut une glace, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est l'innocence, c'est la pureté même. Et il te l'achève, il te la tue, mais d'une manière extrêmement brutale, quoi. Et ce qui d'ailleurs marque bien, d'autant plus le côté ultra violent et ultra, c'est quasiment des machines en fait, les tueurs à ce moment-là. Ça iconise les persos, et en plus ça te, exactement. L'aspect transgressif, enfin, allez, tu as un gosse, parce que là, comme tu dis, toi, contrairement, là, dans Syrie, c'est expédié, c'est plus un petit clin d'œil qu'autre chose, mais dans le Carpenter. C'est gentiment fait, tu vois, c'est-à-dire que tu vois pas
passer, et ensuite tu vois un plan où tu vois le chapeau de cow-boy du gamin qui virevolte au vent dans la nuit. Bon, tu sais qu'il est mort, tu sais quoi là, mais on te le montre pas Mais non, parce que si tu veux, froidement. cette scène, enfin, genre, elle est anecdotique. Tu pourrais l'enlever. Simplement, elle sert. Encore une fois, le propos elle-même, il te sert à enfin, à te montrer que les mecs sont prêts à tout et qu'ils s'en foutent des conséquences. C'est-à-dire, ils tuent un gosse, ils s'en battent les couilles. C'est simplement que ces mecs-là se trouvent là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut les compromettre éventuellement dans leur truc, tu vois. Et donc ça te permet d'économiser. J'arrive pas à le dire le mot, hein, putain, des méchants. Mais contrairement au Carpenter, c'est que ouais, non seulement dans le Carpenter, il te l'installe pendant longtemps. Mais en plus de ça, enfin, niveau transgression, on est là, quoi. Parce que, genre, il te tue le gosse, il te montre l'impact, ouais, comme tu dis, de la balle sur lui, enfin, tu vois. Puis c'est l'élément déclencheur de l'histoire. C'est-à-dire que le père se, va vouloir se venger, il va réussir à tuer un des assaillants. Évidemment, les assaillants l'ont reconnu, ils vont le traquer jusqu'à le commissariat dans lequel il va se planquer, en pleurs, parce qu'il se rend bien compte qu'il est suivi. Et puis c'est à partir de là que tout va se mettre en place. C'est-à-dire que tous les méchants vont arriver, en suppliant les policiers dans le commissariat de relâcher ce mec-là pour qu'il puisse en gros le buter derrière, quoi. Et c'est l'élément déclencheur de l'histoire, donc montré de manière anecdotique, mais en fait qui va avoir une importance. En plus de l'acte surviolent que tu viens de voir, il y a un côté ouais, qui va te marquer, quoi. Enfin, qui est assez intéressant. Et puis en plus, qui est je trouve hyper, là pour le coup, hyper réaliste dans le traitement la réaction des personnages, enfin du père, quoi. C'est-à-dire le mec qui est détruit, quoi. Enfin, le mec, il a tourné les yeux genre 2 minutes, sa fille est morte, il voit son cadavre avec l'impact de balles, de sang rouge sur la robe jaune. Le mec, à peine le temps de faire enfin, il couvre, il met sa veste sur elle, et bim, il prend alors c'est le marchand de glace, je crois, qui a une arme, donc il prend l'arme du marchand de glace, il course les types, il en bute un, il galère, hein, mais il en bute un. Et après le mec il est choqué, en fait. Le type il a réussi à tuer un type, mais par pur c'est un pur geste, je sais pas, de vengeance brute, d'adrénaline brute, et le mec après est choqué. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, de tout le film de Assaut, on le voit plus, il parle pas, il parle plus. Le mec est tétanisé. Oui, t'en fais pas une vendetta, le mec qui va commencer à buter tout le monde, genre en mode non, c'est juste le mec, c'est la victime collatérale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tu dis, au commissariat, le mec, il disparaît presque de l'écran. Enfin, finalement, non seulement il parle plus, mais c'est qu'en plus, il est presque plus là. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste il est passé à autre chose. C'est juste, c'était le moyen de t'introduire les méchants dans ce commissariat-là, quoi. Mais lui, c'est vraiment, voilà, et toi, il pourrait te faire un truc sur est-ce qu'ils vont le livrer aux compagnies. Il y a même plus de suspense, c'est genre juste on survit, et puis il est mis de côté, quoi. C'est intéressant. Et en plus, comment dire, mais dans le Carpenter, déjà, il y avait un truc qui était malin, c'est qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles du plan où justement donc le mec récupère l'arme du marchand de glace, il va tuer l'un des assaillants, et en fait tout le moment où il tue ce mec là, il est choqué, comme tu dis, puis tout ce moment là où il vient de le tuer, il veut retrouver le commissariat, il se passe peut-être 3 minutes, en fait tu le vois courir de nuit, et les méchants apparaissent, le suivent de loin, et tu les vois juste des ombres dans la nuit marcher vers lui, mais comme Michael Myers dans Halloween, qui sera son film d'après. D'ailleurs, là, il y a un côté, on est déjà dans l'horreur, on n'est plus dans un simple film policier, quoi, ou action, parce que tu vois Assaut, tu vois l'affiche, tu te dis ouais, c'est un film policier. Le mec sortait de nulle part à l'époque, il devait avoir fait des films d'étudiants, enfin, tu vois, c'est un mec, c'est vraiment le film qui a mis sa patte à l'écran, quoi. Genre un film de Carpenter, en plus du synthé qui est derrière, qu'il a créé lui-même. Enfin, tu reconnais un film de Carpenter à l'image, si tu veux. Mais tu vois, c'est vraiment toute la symbiose de ce qu'il fait habituellement. Je trouve qu'elle se retrouve dans Assaut, quoi. Mais c'est voilà. Et Nick Depp a l'intelligence de pas le limiter. Non, c'est ça, c'est que Carpenter, en fait, il reprend vraiment que des petits gimmicks, mais qui sont vraiment de l'hommage, effectivement, de Carpenter. Mais sinon, effectivement, il s'approprie vraiment le récit, et ne serait-ce que par comment dire, le fourmillement de personnages, parce qu'en fait, entre Benoît Magimel, Nadia Fares, donc Pascal Grégory, mais même du coup. Samuel, alors Samuel, non, c'est Sami Bojila, ouais. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Samuel. Sami Bojila, il me faisait penser dans Aliens, encore une fois, c'est d'ailleurs avec ce personnage-là en fait que ça m'a fait penser à ça. Bill Paxton. Me fait penser à Bill Paxton dans Aliens. Il a exactement quasiment le même arc. Tu sais, le côté au début, il est là genre ouais, moi je suis un thug, tu vois, j'ai mon flingue, comme dans Bill Paxton, qui est en mode genre ouais, moi je suis un militaire, tu vois, je suis un beau gosse, il fait son fanfaron avec son flingue. Et puis dès que la merde arrive et qu'il se rend compte de ce qu'il est en train d'affronter, il se chie dessus.
C'est il vrai. se chie dessus, il a quasiment les mêmes répliques, genre, je m'en rappelle plus trop, mais enfin dans Alien, c'est un truc genre, on est foutus, on est tous foutus, putain. Ouais, Et là, t'as un peu ce même truc, tu vois. puis dragueur un peu lourdeau, parce que tu comprends plus ou moins, alors, Oui, aussi, en oui. rigolant, mais tu comprends qu'il aime bien quand même. Dans le gang de petits bracos, t'as aussi une nana. Bon, évidemment, alors la nana que t'as déjà vue encore une fois, c'est le cheveu court, un peu garçonne. Et en même temps, ce qui est malin avec ces personnages, les deux personnages, donc celui-ci, c'est que lui qui est traité un peu. Ouais, exactement, Billy Paxton d'Alien, tu le reconnais dans ce personnage-là. C'est le mec un peu presque psychique comique finalement, le mec un peu. Tu sens le mec qui fait des blagues, mais tu sens que c'est le mec qui va être lâche dans le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que t'attends de lui va pas se passer parce qu'il va quand même se. Alors, je dis pas sacrifier parce qu'il pense à ce moment-là s'en sortir, mais il va faire une diversion en prenant le camtar, en partant avec un soldat, en conduisant lui-même, en essayant de se barrer de l'entrepôt. Mais ils vont se faire évidemment canarder par les méchants, ils vont finir à l'eau. Et donc déjà, il se sacrifie indirectement ou directement. Mais en plus de ça, avant de faire ça, il a réussi quand même à embrasser celle de la nana qui coursait depuis le début, qui arrêtait pas de l'envoyer chier. Tu vois. Il y a quand même ce côté humain qui se révèle dans la peur et dans l'euphorie de l'instant. Tu vois, il y a quelque chose qui se crée. C'est pas seulement le psychique comique d'action que t'aurais imaginé, ouais, soit devenir lâche, soit s'en sortir un peu blessé, mais tu vois, avec la bonne blague de fin et compagnie, tu vois. Là, c'est vraiment, je trouve ça malin, tu vois, je trouve qu'ils ont tous, alors, ils sont pas, on va pas dire qu'ils sont ultra caractérisés, tu vois, ils sont vraiment, c'est des personnages que t'as déjà vus, mais qui sont en même temps, qui ont un traitement qui est particulièrement intéressant, en plus en France, je veux dire, littéralement. Ils ont tous leur petit arc narratif en fait, leur petit développement. Et alors après, je trouve que par contre au niveau du casting, il y a quand même Samina Seri qui est quand même nettement, mais vraiment nettement en dessous des autres, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Après bon, ouais, après enfin, bon, c'est pas un grand acteur Samina Seri, mais je trouve vraiment dans ce film-là, il est vraiment en dessous des autres quoi. C'est Ah putain, genre je peux trouver. moi là, c'est la scène où il est en train de moitié de, tu sais, de crever quand il dit ouais barre-toi et tout. Ouais, je trouve qu'il en fait des caisses. Ouais, je sais pas. Ouais, Et c'est là où les autres sont plus dans la retenue et bah après, ce qui m'a marqué, c'est parce que c'est des acteurs de gueule, tu vois. Genre Samina Seri, moi, enfin, le premier plan où tu les vois, justement sous le pont, avant de monter dans la bagnole pour partir après plus tard dans l'entrepôt, tu les vois sous le pont, tu le vois lui en tête, presque en meneur. Et d'ailleurs, ce qui est malin, c'est qu'ils te mettent au centre de l'écran, comme on disait tout à l'heure. T'es habillé en noir, tu vois, presque. Je sais même plus s'il a un costard, mais je crois qu'il a un costard en plus. il est en costume, Alors, ouais, il a les une mecs de veste, pour l'autre idée, tu vois. Et le mec, il est en costard, ouais. en peu en tête d'affiche, quoi. Puis il est là, regard noir, et tout, tu dis, c'est le meneur, tu vois, le mec. Tu vois, et puis en fait, il se fait dépasser par les événements, puis d'ailleurs, il va être blessé tout le long, donc en fait, il ne pourra compter que sur Il les fait autres. quasiment rien en fait. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que lui qui était presque le mec qui en faisait des caisses, mais à la limite, tu t'imaginais que c'était quand même un mec qui pouvait mener tout le monde, tu vois. Et bah, tu vois, quand il va être blessé, il va se révéler, tu vois, quelqu'un qui a besoin des autres, tu vois, presque dans l'émotion, mais alors effectivement, c'est peut-être pas le meilleur acting du monde, mais je trouve que rien que sa gueule, je trouve que c'est un mec, ça me fait plaisir de voir des mecs comme ça, Non mais oui. et pas le voir dans Taxi, tu vois. Là, je trouve qu'il a un charisme, voilà, il a un charisme, il a une prestance à l'écran. Magimel, c'est pareil, quoi. Magimel, enfin, à la fin, quand il se balade avec sa mitrailleuse, là, tu t'y crois, quoi, putain, c'est le héros de film d'action, quoi. Il a tu sais, son menton, le visage chiré, fermé et tout. Ça fonctionne, tu vois. Et la femme flic, tu vois, pareil, enfin, il y a un côté, tu vois, c'est pas seulement juste la simple femme forte, tu vois, parce qu'il va se révéler dans l'action, elle l'est depuis le début, la femme forte, tu vois. Ne serait-ce que dans ses relations avec ses collègues, tu la vois, je crois, au vestiaire au début du commissariat dans lequel elle travaille, parce qu'elle va préparer le transfert. Tu la vois dans ses dialogues avec son collègue, tu vois, il y a une espèce comment dire, de position de force. On est à force égale, tu sais, ils font pas un traitement classique de la femme, tu sais, un peu mal vue de ses collègues qui va se réveiller dans l'action, comme on aurait pu attendre. Tu vois, là, c'est vraiment juste, elle est forte, elle le sera tout le monde du film. C'est directement je trouve que ça faisait un peu vraiment un bon juste milieu entre une Hélène Ripley et encore une fois dans Aliens, comment elle s'appelle, tu sais, la nana avec Oui, les cheveux courts là. avec les cheveux courts, ouais, sans non plus avoir le côté trop garçon manqué non plus, hein, c'est juste qu'elle a les cheveux courts. Ouais. Tu sais, elle a ce côté dur, tu vois, dans son la manière dont elle se tient, enfin ouais, non, je trouve, moi pour le coup, je trouve vraiment que Benoît Magimel, Nadia Farez et du coup Pascal Grégory, ils ont vraiment une prestance de ouf. Et du coup, Samina Seri, je trouve bon après forcément c'est pas facile, le mec, bon, il joue la moitié du film avec une balle dans le bide ou dans l'épaule, je sais plus. Donc forcément, ça te laisse pas beaucoup
de marge de manœuvre, quoi. Mais je trouve je trouve qu'il en fait un peu des caisses quand il est là en train de suffoquer et tout. Oui, Et je comprends. Après, est-ce que c'est pas dû à l'écriture? Gros plan sur lui. Mais moi, non, justement, tu vois, l'écriture en elle-même me gêne pas. Au contraire, elle est complètement logique, ça marche très bien. Moi, c'est vraiment l'interprétation que je trouve un peu juste. Mais après, c'est pas non plus dégueu. Hein, je veux dire, je veux pas. C'est vraiment juste à mettre en parallèle avec les autres. Les autres, je trouve qu'ils déboîtent tout. Mais même, alors du coup, c'était c'est Nadia, donc Anicia Uzeyman. Donc du coup, la meuf qui les accompagne là, d'ailleurs, j'ai pas compris. Elle est censée être l'informaticienne, c'est ça? Alors laquelle? Celle du Braco? Ouais, du groupe. Ouais, je sais plus trop, ouais. Je sais plus. Je sais plus. Même elle, je trouve qu'elle joue hyper bien dans le. Elle a elle joue bien le côté à la fois dépassé et paniqué, et en même temps dans on va chercher le contrôle, tu vois. C'est ça. Et puis quand elle avec elle, face au mec là, quand elle se retrouve face au mafieux là, puis qu'elle rejette toute sa frustration et tout ce qu'elle a vécu, et qu'elle lui crase les couilles et tout. Et bah, c'est ça qui est intéressant. Cette scène, c'est ça qui est intéressant, parce que justement, on parlait de la femme forte, donc j'ai perdu le nom de l'actrice, tu vas me le rappeler là, je sais plus comment elle s'appelle. Anicia. Oui, voilà. Anicia Uzeyman. Elle est forte depuis le début. Après, tu l'imagines pas en faire trop, c'est simplement sa personnalité. Elle est montrée comme ça à l'écran. L'autre, cette fille, donc la jeune fille en question là, elle elle fait la ghetto. Ouais, tu la vois faire un peu la ghetto, envoyer des vannes un peu aussi lourdes que ses potes dans la voiture au début. Elle en fait trop. Et en fait, celle qui en fait trop, bah, c'est celle qui finalement, évidemment, se cache une personne qui est plus sensible que ça. Alors tu comprends par cette scène avec sa confrontation indirecte avec le prisonnier, qui est un espèce de gros mafieux, donc en plus chef d'un réseau de prostitution. Enfin, tu vois, donc un mec voilà, violent avec les femmes et compagnie. Et elle, tu comprends donc dans son dialogue qu'elle a été violée plus jeune, et que voilà, et tu la vois pleurer, tu la vois même se libérer de ses sentiments quand elle avoue, enfin, quand elle embrasse Bouagila, tu vois, puis elle commence à, elle prend, tu vois, elle prend peur, mais en même temps elle prend les armes. C'est pas cliché, tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas il y a un côté, c'est pas manichéen dans le sens où les personnages vont pas là où on l'attend, quoi. Elle, tu vois, fille de banlieue, un peu ghetto, mais en même temps, tu sens qu'elle, dans ses dialogues, dans ces scènes de confrontation, qu'elle veut juste se sortir de là, quoi. Que limite, même ce qu'elle vit, tu vois, elle donne l'allure d'une fille qui, dans son histoire de braco, qui était motivée à faire tout ça, puis tu comprends, sans le dire, en fait, tu comprends que elle aimerait pouvoir ne pas être là, indépendamment de la merde qui leur arrive. Simplement, c'est un truc, elle joue un rôle depuis le début, quoi. Ouais, et puis c'est pareil, du coup, en termes de caractérisation de personnage, par rapport à Asso, pour le coup, là, ce qui est au-dessus, du coup, d'Asso, notamment vis-à-vis de ce personnage-là, c'est que le parallèle qu'on pourrait faire dans Asso, ça serait un peu tu sais, t'as deux secrétaires dans le truc Ouais. Enfin, Ouais. il y en a qui s'occupent de la télécommunication, et t'as la secrétaire qui gère un peu plus l'administratif dans le commissariat. Ouais. Et donc, t'as celle qui s'occupe de l'administratif, qui est du coup la femme forte du film, et l'autre du coup qui est vraiment la petite chose fragile et tout. Et c'est vrai qu'au départ tu peux t'attendre à ce que Nadia soit cet équivalent là, parce que tu sais, tout de suite dès que ça part en sucette, elle est en train de pleurer, elle panique et tout. Mais là pour le coup le film a quand même l'intelligence de pas, c'est pas juste un cliché de il y a la petite chose fragile et tout. C'est non, la meuf elle est dans la merde, et c'est quelque part c'est un peu une démarche de survival, quoi. Il va falloir survivre, il va falloir qu'on se serre les coudes, et on va remettre un coup de collet, quoi. Et tout le monde, et elle, je trouve que c'est le cheminement du personnage montre bien ça, et je trouve l'interprétation est vraiment excellente. En plus, c'est presque à la fin, quand elle prend presque les armes, et c'est presque une espèce du coup presque de vendetta personnelle, indépendamment de la merde dans laquelle ils sont, mais de presque de son enfance. Tu vois, le fait qu'elle a été violée, que les mecs attaquent en fait pour libérer ce mec-là, qui représente un peu les souffrances qu'elle a pu avoir quand elle était jeune. Il y a un côté, je prends les armes pour me libérer du poids qui me ronge depuis longtemps, quoi. Et ça sous-entend plein de choses, parce que il parle à un moment donné, il y a une histoire de Nadia Fares, elle a un enfant, donc alors pareil, on sent qu'il y a sûrement un truc. Je sais pas s'il y a une histoire de deuil, non? Elle a pas perdu son mari ou un truc comme ça, où elle le voit plus. La flic? Ouais. Parce que, tu sais, elle a toujours un truc, elle est caractérisée par, tu sais, elle a une photo d'elle avec son gamin. Ça me parle. Ouais, ça me parle qu'il y a une histoire de mari qui est parti, ou je sais pas trop quoi là. Et du coup, t'as donc Nadia qui arrive. Ah oui, putain, du coup, je dis Nadia, mais c'est parce que oui, le personnage du coup qui est joué par Anicia Uzeyman, du coup, s'appelle Nadia, et Nadia Fares, l'actrice,
qui est du coup la flic, donc c'est non. Donc bon, je vais appeler par les noms des actrices. Donc Anicia, du coup, elle réagit à la photo. Et elle dit ouais, moi aussi j'ai un fils et tout, mais c'est ma mère qui s'en occupe et tout. Donc peut-être t'as le côté elle a abandonné un gamin et tout. Et le fait qu'on apprenne qu'elle s'est fait violer et tout, du coup tu te dis putain, en fait peut-être qu'en fait c'est le gosse qu'elle a eu à cause du viol en fait. Et enfin ça se trouve c'est des petits trucs tu vois qui se jusqu'au bout tu vois tu fais dans le scénario tu fais des liens en fait. Ouais, puis sans avoir besoin d'expliciter en plus. Tu vois. Sans avoir besoin, tu vois, de rester là-dessus. C'est ça qui est malin, c'est que, tu vois, c'est presque, en fait, ce qui se passe, c'est presque, comment te dire, en fait, tout se vit en direct, en fait, du début jusqu'à la fin, ça se passe dans un temps très resserré, sans une nuit, et en fait, la façon dont les personnages te sont présentés, alors, en plus de la caméra, je veux dire, simplement de la mise en scène, juste dans les dialogues, c'est un truc, mais en fait, c'est pas surexpliqué, en fait, tu sens que c'est un vrai dialogue qui pourrait se dire dans une situation en direct, tu vois, qui permet de te faire d'en savoir un peu plus sur le personnage sans trop travailler dessus, mais juste tu comprends assez, t'en sais assez pour comprendre le personnage, et en même temps, tu te dis c'est un dialogue qui pourrait genre, c'est normal en fait. Juste, c'est juste, il prend des moments d'interaction entre les personnages qui te les détaille en fait, sans avoir besoin de surexpliquer. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que c'est comme quand tu vois, tu vas à une soirée et puis tu discutes avec un type. Juste, tu vois, il y a un côté, ouais, il te capte le moment en fait. Il réussit à te iconiser, enfin, même pas t'iconiser, juste à simplement te mettre de l'humanité dans des personnages, simplement par un petit dialogue par-ci par-là, en plus d'un plan qui va dire beaucoup de choses dans sa scénographie, tu vois, il y a un truc, c'est intéressant, tu vois. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur, il y a un film français aussi pour le coup, alors qui est pas incroyable, hein, qui est vraiment pas incroyable, qui s'appelle La Horde, qui est un film de zomblard, un film de zombies français qui est sorti, je crois, en 2010, je sais plus. Et ben, ce film-là, en fait, ce qui est marrant, c'est que alors, ça citait beaucoup de genres, ça se passe dans une tour, tu vois, avec des, mais ça reprend exactement. Je me suis rendu compte en revoyant Nick Gap là, que ce film-là reprend exactement les mêmes thématiques et en même temps les mêmes codes que ce film-là. Alors, ce film-là qui reprenait déjà les codes d'anciens films, comme notamment Assaut, bien sûr. Mais toi, genre le coup dans La Horde, c'est des zombies qui vont prendre d'assaut une tour en pleine cité, tu vois. Puis dans cette tour-là, il y a des flics qui étaient déjà sur place pour en fait régler leur compte avec une bande de malfrats qui vivaient dans l'immeuble à l'étage, dernier étage, je crois. Parce que ces mecs-là avaient tué un de leurs collègues, alors t'avais des flics qui faisaient une vendetta personnelle par groupe de 3 à rentrer dans la tour pour aller tuer ces mecs-là. Quand les zombies arrivent, en fait, ils se rendent compte, les malfrats et les flics vont devoir faire équipe, tu vois, pour affronter la menace qui vient de l'extérieur, tu vois. Puis à la fin, alors t'as une histoire dedans, dans le groupe des malfrats, t'as un grand frère et son frère, qui est le grand frère qui a beaucoup de charisme et qui a beaucoup d'influence sur son frère, qui lui est un peu faible. Ça, c'est des interactions de personnages c'est marrant parce que c'est des codes, en fait, ça crée des codes, tu vois, puis alors du coup, tu les retrouves dans plein de films derrière. C'est marrant parce que c'est exactement les mêmes films, alors avec beaucoup moins de prouesse en termes de mise en scène et compagnie. Déjà, ils ont pas les mêmes moyens. Et c'est marrant, c'est vraiment le film auquel j'ai pensé quand je me suis refait Nick Gap. C'est vrai que en fait ce genre de personnage c'est des archétypes en fait, mais Ah c'est oui. vrai que ça te permet vu que c'est des archétypes très identifiables, ça te permet comment dire quelque part ça gagne du temps dans le développement du personnage, tu vois, tu sais à qui t'as affaire, donc du coup tu peux avancer directement quoi. À l'image du personnage de Pascal Grégory, tu vois. En gros, tu comprends dans le film que c'était un ancien pompier, bon bref, voilà, qui a sans doute eu un problème, un accident, quelque chose, il a le bras brûlé, il te le montre comme ça, au début très silencieux, un peu ours solitaire, tu vois, au passé sombre, tu vois, le mec. Et puis ce qui est marrant, Presque Sato, parce que le mec je trouve qu'il me fait penser comment il s'appelle dans l'armée des morts là, tu sais, le personnage du chef de la sécurité qui est un peu bourru, qui a une grosse tête de con, sauf que du coup c'est pas du tout, au début tu t'attends à ce genre de personnage là, tu vois, sauf qu'à et en la fait fin, pas il devient un peu le mec est hyper sage, hyper posé, hyper aidant et tout, et même tu sais dans le pardon il pourrait en vouloir au petit groupe qui les a braqués et tout, et non il va aider Samina Seri, essayer de le soigner et tout. Ouais, puis tu sens qu'il a presque une expérience un peu de père, de substitution. Oui. Tu sens qu'il prend les petits bracos pour des gosses, en fait. Tu vois, genre des gosses qui font une connerie, tu vois. Alors, il va aider. Alors, il est plus sous la menace. Quand les assaillants attaquent, l'espèce de monstre attaque en gros le bâtiment, il est plus sous la menace de Nasseri et compagnie, parce que ces mecs-là, en fait, comptent sur eux aussi pour s'entraider et compagnie. Et pourtant, il va quand même prendre le temps de les aider à se soigner, parce qu'en tant qu'ancien pompier, tu sens qu'il a l'expérience pour ça, sans beaucoup de dialogue, tu vois. C'est juste une espèce de paire de substitution. Puis en plus, la manière dont ce mec va disparaître dans le film,
il meurt aussi en foutant le feu dans le bâtiment. Il y a un côté, tu vois, ça revient à son C'est une rédemption, quoi. Ouais, tu vois, le genre là, peut-être qu'il a survécu son drame à l'époque. On imagine comme il était ancien pompier, qu'il est brûlé, qu'il a survécu à un incendie où il y a eu beaucoup de morts. Tu vois, on imagine un truc comme ça, qu'il a marqué la vie, qu'il parle plus beaucoup. Et puis, il va mourir aussi par l'incendie, par le feu, mais en même temps, en sauvant tout le monde. Tu vois. Ce que tu pouvais imaginer qu'à l'époque, l'incendie s'était mal passé, qu'il n'avait pas sauvé les personnes et que ça l'avait trahi. C'est pas dit, mais t'imagines un truc comme ça, tu vois, une espèce de drame. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que c'est sous-entendu. On te montre qu'il y a un problème, et puis c'est pareil, la manière dont c'est montré, c'est pas avec des gros sabots, tu vois, où on va avoir un dialogue entre les deux mecs qui vont raconter leur vie et tout. C'est encore une fois, c'était le truc avec, du coup, c'est le 14 juillet, donc t'as le défilé, puis tu sais, du coup, il parle des sapeurs-pompiers de Paris, machin, et t'as le mec qui rebondit sur ah, mais ouais, putain, c'est vrai, pourquoi tu comment dire pourquoi tu fais plus ça, quoi, c'est et t'as le tu sais, le mec en réponse, genre il est hyper froid, il lui lance un regard genre en fait je répondrai pas à ta question, enfin dans son regard ça dit ça, tu vois. Ouais. Et tu puis ouais, voilà, mais tu comprends que tout est lié, enfin tu vois. C'est ça. Mais t'as pas besoin de savoir précisément ce qui s'est passé, pour qui, pourquoi, quand, comment. Tu comprends juste avec une petite réplique, un regard de l'autre, et c'est la seule réponse que t'auras. Et avec le développement que t'as dans le reste du film, tu comprends tout, quoi. Et d'ailleurs, tu te dis même son trauma intérieur, est-ce que c'est même pas sa propre famille, tu vois? Parce qu'au début, il est montré comme quelqu'un tout seul chez lui. Tu vois, il va au boulot et puis la caméra insiste sur lui en train de regarder sa maison avant de passer le pas de la porte. Tu vois, il regarde un peu une dernière fois, comme s'il regardait une dernière fois sa maison. Alors tu vois l'intérieur avec des cartons partout. Tu sens qu'il y avait une vie à l'époque, tu vois, une vie qui n'était pas tout seul, mais que en fait il est tout seul maintenant. Alors qu'est-ce qui a pu se passer à l'époque? Ils le disent pas, mais en fait tu comprends que ça le touche peut-être plus ou moins personnellement, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est même pas un lien avec le fait qu'il traite un peu comme ses gosses, des petits bracos après le film? Est-ce qu'il y a pas une histoire où c'est ses gosses qui sont crevés? T'en sais rien, mais toi tu peux imaginer des trucs comme ça. Et en fait ça te permet d'avoir une espèce d'attache tout de suite pour le perso. Tu vois, il te le rend humain, tu vois, sans avoir à t'expliquer, à te surexpliquer, même à te montrer par l'image. Juste simplement, tu t'imagines. Et puis en plus, en fait, ça fait, tu sens que le film il vit entre guillemets, tu vois, tu sens qu'il y a eu de la vie avant, en fait. Je sais pas comment dire, ça étend en fait l'histoire du film au-delà du film. C'est hyper intéressant, quoi. Puis en plus, dans les codes, tu vois, ils prennent des trucs simplement pour revenir sur les codes un peu, même on parle de films américains, mais tu sais, il y a des timecodes à l'écran, genre ils te foutent avec un montage dynamique écrit avec la même, enfin comme sur une montre numérique. Tu vois, il y a un espèce de côté avec un montage un peu ultra rapide. Il te fait 1 heure de montage parallèle au début du film pour t'amener à l'endroit où va se passer le huis clos. C'est fouillis, enfin c'est quand même bien plus complexe que ça en a l'air, quoi. C'est ça le truc, tu vois, c'est que c'est pas simple de te présenter autant de persos, de te faire comprendre un peu leur personnalité sans trop en expliquer, et en même temps il y en a beaucoup de personnages, et dans le moment de l'action chacun va avoir, comment dire, à défaut d'avoir une fin de parcours, ils vont avoir tous un truc cohérent avec leur personnalité, ou avec leur trauma, ou avec la façon dont ils ont été présentés. Il y a quelque chose qui va se passer qui vont les faire un peu se révéler, ouais, dans l'action aussi. Et c'est vrai que ouais, du coup avec tout ça, j'avoue que je suis assez dubitatif. Non, je comprends pas en fait les réactions, parce que là je vois les notes alors sur Allociné, critique presse 3,2, bon c'est pas non plus dégueu, mais c'est pas ouf, et spectateur 2,4, quoi. Enfin je me dis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais, je sais pas. En même temps ça se faisait tellement rarement en France, des trucs comme ça. Enfin tellement rare, mec, on n'est pas dans les on n'est pas dans les films d'action, je sais pas, c'était quoi à l'époque, on est en 2002, t'avais Taxi 2, ouais, Taxi, enfin je veux dire, voilà, là c'est un truc premier degré, brut de décoffrage, qui cite des références que peut-être voilà, c'est quand même des références, genre, c'est quand même un mélange de genres qui est quand même pas nous en tant que fans de genre, tu vois, on va kiffer ça, mais toi des mecs premier public, ouais, des mecs qui veulent juste voir un petit film d'action sans se prendre la tête, c'était vendu comme ça, si tu veux, donc après je peux comprendre, mais ouais, je veux dire, si tu le prends comme ça, enfin je vois pas comment tu peux passer non plus un mauvais moment. Je veux dire, ça reste, l'action est quand même assez efficace, les personnages sont assez charismatiques, enfin je sais pas, sans temps mort surtout, quoi, parce que je veux dire, c'est quand même ça, tu peux pas t'ennuyer, genre, c'est quand même dès l'instant où ils sont dans l'entrepôt, même avant, parce que genre, les scènes où il y a même plus d'action, simplement le transfert avant que tout se barre en couille, genre, la façon dont c'est filmé, monté avec une espèce de musique d'accompagnement,
à défaut d'un thème récurrent, mais je sais plus, mais en tout cas des musiques un peu dissonantes, tu vois. Alors, tu me disais que c'était T'as la petite musique inquiétante quand même qui revient Ouais, souvent, il y a du coup, ouais, donc la tendu musique par dès le Alexandre début. Desplat, donc c'est pas Il mauvais, y a un quoi. côté super tendu, quoi. Il y a un côté, ouais, mais c'est ça, presque. C'est là où c'est paradoxal, c'est que ce film cite, enfin, pioche dans plein de genres, dans des genres du coup anti-réalistes que sont l'horreur, l'invasion home, la SF et compagnie. Et paradoxalement, je trouve qu'il y a un traitement hyper réaliste de l'action, des toi, au début, enfin, je sais pas si les transferts se passent vraiment comme ça, mais la façon dont c'est fait, tu vois, tout le monde a le visage chiré, genre tu sens que c'est un truc hyper chaud qu'ils peuvent faire et que une contre-attaque peut se préparer à tout moment. Tu sens qu'ils sont évidemment formés à ça, mais qu'ils sont sur le taquet, quoi. Tout le monde guette partout, c'est tendu. Tu vois, le danger vient de partout et quand il peut venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et ouais, je sais pas, il y a un côté oppressant, donc qui est assez suffocant, mais en plus du côté après, quand ils sont vraiment en pur huis clos, où ça devient assez oppressant. Alors on parlait des jeux de lumière, moi je te faisais des références des films de sous-marins et compagnie, il y a un côté... Et d'ailleurs c'est peut-être le défaut que je peux trouver au film. À la limite, moi j'aime bien beaucoup parler de scénographie dans nos podcasts là. Alors autant j'ai cité quelques exemples de scènes justement où la scénographie était cool et intéressante, mais il y a des scènes très spécifiques. Mais alors, par contre il y a un truc qui me pose problème, c'est quand ils sont dans l'entrepôt, il va utiliser des fois des plans larges et des plans pure série. En fait, t'arrives pas à te repérer dans l'entrepôt. Et je trouve en plus que des fois, il te perd avec une espèce d'impression de gigantisme. Dans l'entrepôt, t'as l'impression que c'est un truc énormissime. Puis le truc d'après, des fois, ça fait bien plus étroit. Alors, je sais pas, je trouve qu'il y a un équilibre qui se fait un peu moins bien. Alors, c'est pas gênant, mais à la revoyure, en fait, je me suis rendu compte de ça. J'arrive pas à me repérer où ils sont. Tu vois, quand la scène qui est super d'ailleurs, mais quand les assaillants commencent à rentrer dans l'entrepôt et commencent à attaquer de partout, là, eux enfin les victimes plus ou moins, donc les personnages principaux, les petits bracos et compagnie, là, ils ont fait leur tour de protection avec avec tous les avec tous les blocs et compagnie. Et tu sais pas exactement où ils sont par rapport aux méchants. Toi, il y a un côté, Ouais, ouais. je sais pas, je trouve que c'est peut-être le défaut qui manque, tu vois, pour un mec qui te filme aussi bien et qui s'intéresse vraiment justement à la scénographie sur des scènes anecdotiques. Que je te parlais de Magimel qui traque le méchant après le sanitaire là, à ce moment-là, c'est hyper bien géré, tu vois, dans le couloir, tu sais exactement où il est. Mais pour autant, quand il s'agit de gérer des espaces plus grands, mais aussi gigantesques que peut être un grand entrepôt de marchandises, je trouve que c'est moins bien équilibré des fois. C'est vrai que c'est un peu plus flou. Après, moi, ça m'a pas dérangé dans le sens où ça participe aussi à l'effet entre guillemets d'oppression, parce que vu que tu visualises pas bien le côté, en fait, t'arrives pas à voir où sont les accès en fait. Du coup, tu sens que quelque part la menace peut venir de partout en fait. Ouais, Euh, ouais, je sais pas, et moi, ça participe à ça. Mais après, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que globalement, sur les scènes en plan large, c'est mine de rien un peu fouillis en fait. Et les plans larges justement sont pas trop là pour te placer le décor et la scénographie, mais plus pour donner l'ambiance. Tu vois, souvent les plans larges, c'est bah justement quand il y a eu la grosse scène de fusillade et quand tu vois le résultat avec les néons qui pendouillent complètement pétés et tout. Mais pas trop pour placer les gens dans le hangar vis-à-vis de. C'est vrai. Mais tu vois, après, ouais, il y a ça, mais même après, on parlait, tu vois, je voulais revenir un peu sur Piège de cristal. Alors, comment dire, j'y ai vu aussi un hommage dans le sens où, enfin, ou peut-être involontaire, hein, peut-être simplement c'est des codes qu'il a reproduits et compagnie. Je pense que c'est volontaire parce que je sais que c'est un grand fan de ce film-là, de McTiernan et compagnie. Et tu vois, je me rappelle plus, par contre, peut-être tu vas pouvoir me le dire, dans le Assaut de Carpenter, et Dieu sait que je l'ai vu pourtant, mais je crois pas que ça se passe à une date événementielle particulière. Je pense que c'est. Si, attends. Je sais plus, hein, je t'avoue que là. Parce que là, le fait de se faire passer ça dans Ningep le 14 juillet, bah, alors, ça sert le propos du film, mais en même temps, je trouve que ça me fait penser aussi, tu vois, genre, c'est comme le final du film à Piège de cristal, tu vois, dans Die Hard 1, ça se passe à Noël, et tu vois, genre, le final, c'est exactement le même final, tu vois, genre, à la fin, quand ils. Faites pardon, non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je veux dire, non, mais tu vois, genre, à la fin, le final de Ningep, c'est exactement le même final que dans Die Hard, tu vois, il y a un côté, genre ça se termine aux abords de l'entrepôt, donc les flics ont débarqué avec les hélicoptères, enfin les secours simplement, les blessés sont sur là. Tu vois, il y a un côté, on célèbre, enfin presque théâtral en fait à ce moment-là dans le film, il y a un côté, genre l'histoire est terminée, voilà, donc on a réussi, on s'en est sorti et compagnie, avec, tu vois, genre les mecs qui se réunissent à l'extérieur avec des jeux de regard, tu sais, genre on a vécu quelque chose et tout, avec presque des feux d'artifice du 14 juillet qui sont derrière, toi, il y a un côté comme Noël, à la fin, dans le fin de Piège de cristal avec Noël et compagnie, presque théâtral par rapport à l'ambiance anxiogène que tu as vu tout le long du film, toi, il y a un côté,
je peux pas croire qu'il ait pas fait des petits clins d'œil à ces films-là. C'est possible. Après, ça a aussi un intérêt. En fait, le 14 juillet, il a aussi un intérêt scénaristique dans le sens où il justifie énormément enfin, c'est pas que ça justifie, mais c'est que ça met entre guillemets la petite pression en fait, ils vont galérer à avoir des renforts. Oui, bah, Parce que c'est le 14 juillet et parce que tous les dispositifs de sécurité et les gendarmes et l'armée, etc., sont déjà réquisitionnés pour cet événement en particulier. Et du coup, ils peuvent compter vraiment que sur eux. Et t'as aussi le côté, voilà, c'est pour faire un clin d'œil avec Carpenter, avec, tu sais, les feux d'artifice qui pètent. Et du coup, t'as le côté genre, bah ouais, en fait, le truc, c'est que vu qu'ils ont nettoyé les, comment dire, les cadavres, il y a les feux d'artifice qui pètent, ce qui fait que personne ne peut savoir qu'il se passe quelque chose dans ce hangar, en fait. Oui, ça camoufle le bruit et compagnie, ouais. Voilà. Donc du coup, je pense c'est. Alors, mais t'as pas tort pour. C'est vrai que j'y ai pas pensé pour vis-à-vis de Piège de Cristal, mais c'est possible, parce que c'est vrai que la fin, les événements se déroulent en une nuit. On est sur un assaut de terroristes sous fond d'une crise événementielle. Alors, qui sert l'histoire effectivement, mais tu vois, il y a un côté dans l'imagerie. Tu vois, je trouve que ah ouais, c'est vrai. C'est des trucs un peu cons, tu vois, mais genre c'est vraiment des films. Alors du coup, d'un point de vue, alors pour le coup, Die Hard n'était pas réaliste pour un sou, mais moi c'est un de mes films préférés d'ailleurs. Je dis pas ça en défaut, mais tu vois, c'est pas du tout la même approche, mais je trouve ça marrant quoi, dans un film qui se veut, je vais pas dire réaliste parce c'est quand même ce qui se passe, c'est pas possible, mais je trouve que qui se permettent de piocher des genres, plein de genres comme ça, tu vois, c'est un espèce de cocktail qui marche de plein de références différentes. Et je pense que c'est vraiment un film de cinéphile hein, pour le coup. C'est vraiment un mec qui n'aurait jamais vu les films cités dans le film, enfin dans Nick Gap. Toi, je comprends pas. Alors moi non plus, comment il pourrait pas passer un bon moment parce que ça reste hyper rythmé et compagnie. Et tu vois, je pense qu'il y a une valeur ajoutée au fait d'avoir vu les films que beaucoup de gens ont vus. Je veux dire, mais tu vois, oui, c'est sûr. Qui citent parce que c'est criard et en même temps tellement pas gratuit et tellement bien placé dans le film que je trouve ça t'enjolive le truc quoi. Mais c'est ça en fait. Moi le truc c'est que je trouve que même sans avoir ces références, enfin tu vois, moi la première fois que je l'avais vu, j'avais pas forcément ces références de manière évidente dans ma tête et j'ai juste été porté par le film, par l'ambiance et la montée en pression en fait, comme dans Rasso d'ailleurs, mais là c'est vraiment avec un rythme qui est quand même un peu plus soutenu et puis la gestion de la multitude de personnages. Enfin, c'est quand même un film qui a de la gueule. Et puis en plus c'est même au-delà de comparer, tu vois, aux films français. Enfin. Quand je dis film français ou quand on dit film français, c'est pas tant que les films français c'est pas bien, mais c'est que effectivement il y a peu de films d'action français, de films de genre comme ça en France, et forcément ce film-là, en vrai, il sort du lot quoi. Enfin, je veux dire, il est nettement au-dessus, surtout à cette époque-là. Mais même au-delà de ça, même si tu le compares à d'autres films américains de l'époque ou pas d'ailleurs, le film a pas à rougir quoi, avec des moyens qui sont moindres clairement que plein de films américains. À aucun moment dans le film tu te dis que c'est kitsch. Enfin, franchement, c'est quand même, ça passe toujours super bien, c'est vrai, t'as raison. Franchement, moi, toutes les scènes, hein, les scènes attends, il y a une scène. Attends, j'essaie de me rappeler la scène. Qu'est-ce que c'est ? Je me rappelle d'un plan où Magimel, alors je sais plus à quel moment ça intervient, où je crois que c'est justement au moment où il traque le mec qui a tué le soldat dans le sanitaire. Magimel intervient, il le traque, et puis je crois qu'il y a une scène, il y a un escalier. Alors l'assaillant a pris de l'avance sur lui, il est descendu dans l'escalier. Magimel est au-dessus, puis tu le vois genre juste se courber, tirer une petite rafale, bim, dans l'escalier, il revient, il retire encore. Et en fait, la façon dont c'est filmé, tu vois les feux, les coups de feu, les projections de balles, il y a un côté, t'as l'impression vraiment qu'ils ont utilisé des vraies armes, le bordel, quoi. Ça marche du tonnerre, quoi. En plus, j'ai l'impression que les mecs ont été formés, alors je sais pas, c'est pour ça, j'aime à penser qu'il doit y avoir un côté Mann dans l'histoire, un Michael Mann, tu vois, genre, je me demande si les mecs ont pas un peu formé les acteurs aussi, mais pendant genre longtemps en amont, tu vois, genre à tenir les armes, tu vois, faire des cascades et compagnie, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un côté, aussi une volonté de rendre le truc accrocheur et réaliste, quoi. Alors j'ai pas vu le commentaire audio du coup, enfin j'imagine hein, qu'il a dû former les acteurs. Il y a un côté presque, ouais, ils agissent comme des pros et tu crois vraiment en regardant le film quoi. Oui. Je trouve pas. Attends, je vérifie un truc parce que t'as la petite, j'allais dire le côté Yamakasi là avec Martial. D'ailleurs, c'est qui a le même nom de l'acteur et du personnage. C'est pas le personnage le plus. Non, mais tu vois, lui, il est là typiquement pour la caution un peu, tu vois, cascade réelle, tu vois. Et c'est con, mais rien que ça, c'est assez appréciable en fait.
Et d'ailleurs, il va avoir un rôle. Enfin, il va permettre. C'est le mec sur qui tout le monde comptait. Littéralement, c'est le mec vraiment voilà, qui avait le moyen de se tirer d'affaire, enfin, de les faire se tirer d'affaire, c'est-à-dire passer, voilà, comme il est très souple, passer par les coursifs, par les conduits d'aération pour aller en gros chercher de l'aide extérieure et compagnie. Et en fait, le mec, donc il fait ça, et puis justement, bah, il va se faire. On le voit pas se faire prendre, et c'est ça qui est malin, c'est que, en gros. Bah, les méchants vont. Je crois que c'est sa main qui coupe et qui balance par la fenêtre de l'entrepôt. Ouais, c'est ça. Ouais, toi, donc c'est pareil, ça. Ça fait un peu Seven, je m'attendais à cette tête dans le sac. Ouais, non, mais en même temps, c'est malin parce que quelque part, bah, déjà, ça te permet encore une fois de te rendre les méchants encore plus monstrueux qu'ils peuvent l'être. Alors, sans les voir en plus, c'est-à-dire qu'ils t'entends juste. Tu vois juste le sac se balancer par la fenêtre de l'entrepôt, enfin par la vitre de l'entrepôt qui a été explosée par les balles. Tu vois un sac tomber, passer de l'extérieur à l'intérieur et tomber au pied de la petite bande de bracos, donc de ses potes en fait. Et tu vois une main qui est dedans. Et en plus, tu vois, c'est que tu vois, ouais, alors tu dis Seven, c'est pas con, mais toi, le fait que tu vois pas la main directement, tu vois juste la réaction des gens qui regardent le sac, tu vois. Et puis, terrorisé, tu vois, alors tu comprends bien qu'il y a un problème, tu vois. Et quand tu vois la main, avec la bague en gros blanc, le mec reconnaît ses bottes, toi, c'est malin, parce que on va dire, la seule personne, en tout cas, de circonstance qui pouvait être un peu leur rempart, qui pouvait les sortir de là, bah finalement, voilà, il est plus là. Et puis, bah, va falloir compter sur votre chance, les gars, parce que les mecs, apparemment, sont prêts à tout, tu vois, pour montrer leur puissance, et en gros, ils s'arrêteront jamais, quoi. Et ça, c'est sur le moment, tu vois, ça te rend encore la menace encore plus, ouais, encore plus violente, encore plus impressionnante, quoi. Mais il faut le voir, hein, c'est vraiment le podcast pour conseiller. Nick c'est vraiment une tuerie, quoi. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui l'ont vu certainement, mais alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté, et je pense que ça mérite de le revoir. Parce que t'en as plus. Ouais, clairement, vu les trucs qu'on voit finalement sur le net, sur Allociné, etc. Je comprends pas. C'est un film qui mérite amplement C'est comme, franchement, mieux que ça. pour moi, c'est un très grand film d'action. C'est vraiment tout français. Ah ouais. Et puis, c'est vrai que quel dommage que Florent Emilio Siri ait pas réalisé Die Hard 4, quoi, parce que ça aurait pu avoir énormément de gueule, même si bon, il aurait été confronté à des studios américains et tout, mais vu qu'en l'occurrence, il avait un peu, il a tapé dans l'œil de Bruce Willis, tu vois, ça lui aurait fait quand même un allié assez conséquent quand même pour réaliser le film un peu les gros stars de studios comme Bruce Willis peuvent aussi avoir l'aura pour un peu gérer les tournages et compagnie. C'est ça son loisir. Là, je pense qu'un mec qui peut être coproducteur. Bah ouais, non, mais complètement. Donc, tu vois, un mec comme Bruce Willis, qui est très pote en plus avec Siri, je pense toujours aujourd'hui. Je pense que ça aurait été, ça aurait été l'ambiance, enfin, le mélange parfait, quoi. On n'aura pas eu Len Wiseman de Underworld, parce que c'était Underworld qu'il avait réalisé. Et Michael Moore. Non, Dieu soit loué, pas. John Moore, voilà. Qui avait quand même fait le vol du Phoenix. Et Die Hard 5, c'est terrible. Et aussi Max Payne, je crois. Ouais, exactement. C'est ça. Après, je comprends qu'il l'ait pas fait parce que ça l'aurait peut-être un peu enfermé dans un truc. Et puis, quelque part, il a déjà fait son hommage, comme tu disais, à Die Hard, et puis, à McTiernan. À cette époque-là, il avait le projet de faire revenir en France pour faire le film sur la guerre d'Algérie, là, justement, l'ennemi intime, qui était pour le coup, qui était vachement louable comme intention. Genre, tu refuses Die Hard 4 pour faire ça. Mais pour le coup, qui est dommage parce que c'était l'ennemi intime, il était vraiment en dessous, quoi. Il avait repris Magimel encore une fois pour la troisième fois. Il y avait des acteurs comme ça, ouf. Dupontet, il y a des super séquences. Moi, je me rappelle surtout d'une photo qui est ouf dans ce film-là. Mais j'ai un souvenir d'un truc un peu pas vu, tu vois. fouillis. C'est-à-dire que je l'ai en Blu-ray, je te le prête pas, mais un côté, tu rentres pas dedans parce que t'as trop de trucs, t'as trop de persos, t'as trop de séquences un peu placées les unes après les autres, mais qui te font pas croire que tu suis une grande histoire, tu vois, à échelle d'homme. Ça reste vraiment une succession de scènes, en plus pas toujours bien filmées. Alors c'est ça qui est surprenant. T'en trouves pas la maestria qu'il y avait dans ces films comme Need Gap et Otage aussi. Hein. Moi, je considère Otage comme un super film aussi. C'est en dessous. Alors je sais pas, est-ce que c'était parce que c'était la grandeur du sujet, que le mec était un peu plus timide, à moins tenter des choses, j'en sais rien. Mais c'était moins bien. Et alors après, on me parle pas. Clo-Clo pour le coup était très bien, mais par contre, j'ai pas vu le dernier. Je sais pas. Du boss qui est Gérard Lanvin. Quand un mec a fait Otage et Need Gap, qui devait faire Die Hard 4 et qui fait un film je sais pas. Ouais. Après, ça me fait un peu penser à. De toute façon, c'est toujours compliqué, hein, les films de genre, enfin les réalisateurs de films de genre en France. Quelque part, ça me fait un peu penser à. Alors attends, que je me trompe pas, je crois que c'est Christophe Gans. Je vérifie ça. Non, c'est pas Christophe Gans, pas du tout. Xavier Gans. Ah bah Xavier Jean, c'est Frontières, lui. Frontières.
Il a fait un film sur une île il y a pas longtemps. Alors, je sais pas si c'est un DTV, une espèce de truc très Lovecraftien, je crois. Je l'ai pas vu. Hein. Sur une île tout en CGI, tu sais, avec des espèces de créatures bleues. Mais vraiment, un film, je crois que c'est ricain, mais il a fait Hitman. Hein, Ah donc. oui, putain, j'ai vu ce truc-là passer. Ouais. Bah, il peut. Bon, c'est toujours un peu laborieux. Mais tu vois, genre, tu sais, qui avait fait dernièrement, qui avait fait Budapest avec Manu Payet Oui, et. ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui est pas dégueu, hein, pour le coup, Budapest, qui est vraiment sympa, Jonathan Cohen et, Manu et Payet, non? Poulpe. De quoi? Manu Payet? Ouais, Manu Payet, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est souvent, il passe un peu des fois par la case. Je pense, tu vois, c'est le genre de truc qui, à la base, doit être un peu des films de commande, tu vois. C'est à un moment donné, faut bien bouffer et faire des trucs. Bah ouais, puis même, Euh, même Hitman, hein, pour lui, c'est un film de. Enfin, littéralement, quand tu vois ce que c'est devenu, je pense que le mec avait. Ça pue le truc il bouffé s'est par les fait, tuyaux, tu vois. il s'est fait rouler. Pour le coup, à l'inverse de Emilio Seri qui aurait pu avoir l'appui d'un Bruce Willis, là-dessus, Xavier Jean, s'il était juste tout seul contre la Fox, Ouais, mais au tu moins, peux rien alors faire, après, quoi, littéralement. c'est le problème paradoxe des studios américains, c'est que ils les bouffent littéralement, surtout les petits jeunes réalisateurs qui débarquent. Mais tu vois, ils ont quand même le bon goût de venir chercher des mecs, à défaut de. Oui, En France, c'est ça le problème de Nick Gap, qui savent faire un peu quand même. Otage et compagnie. Ouais. Otage, quand Cyril est parti faire Otage, c'était 3 ans après, c'était en 2005, genre, personne n'en parlait, quoi, que c'était Cyril qui faisait ce film-là, quoi. Alors, le film avait une espèce de. était moins bien vendu aussi, sûrement, mais tu vois, il y a un côté, on te célèbre pas les talents qu'on peut avoir en France, quoi. Et donc, je comprends que les mecs veulent se barrer à l'étranger, ils ont. Bah, c'est la galère, quoi. C'est soit tu passes par chez Besson et éventuellement tu auras le droit de faire un truc, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, on conseille ce film. Globalement, je pense qu'on peut même conseiller. Moi, j'ai pas vu du coup tous ces films du tout, à part Otage en fait. Je crois pas que j'en ai vu d'autres des milieux séries, mais clairement, je pense que faut que j'aille. Bah, déjà Clo-Clo et puis L'ennemi intime m'intéresse aussi quand même. Bah, l'ennemi intime, faut le voir quand même, parce que c'est quand même un sujet. C'est pareil, c'est ambitieux, quoi, pour un film français. Et Clo-Clo, alors pour le coup, c'est vraiment une tuerie. Faut vraiment mettre de côté le sujet Claude François et compagnie. C'est curieux, mais en même temps, ce qu'il en fait, il y a beaucoup de plans séquences où on te suit le personnage, tu sais, marcher de dos, on est avec lui, on est, enfin, tu vois, on est constamment avec lui dans ses contradictions, on le suit dans ses mouvements, tu vois, il y a un côté immersif à ce film-là et en plus une reconstitution qui est cool et une photo qui est, enfin, je me rappelle enfin, il y a des scènes vraiment mortelles, quoi. Faut le voir. Après, c'est pas un film que je regarderai 40 fois par année, quoi, si tu veux, mais Non, mais après, ça montre bien aussi à quel point il a quand même une filmographie qui est assez ambitieuse en fait, mine de rien. Tu vois, c'est pas un mec qui se laisse sur la facilité. non, c'est sûr. Il change de genre, il change de voilà, il refuse des gros projets américains pour partir sur des trucs plus personnels, etc. Et c'est un mec aussi qui aime bien le western. Alors ça, ouais, dans Nick Gap, ça se transparaît, mais surtout dans Otage. Il y a un truc. Parce que déjà, on n'a pas dit, mais le Assaut aussi rendait hommage. C'était un film qui reprenait un peu. Alors, je sais plus lequel c'était. Parce que pareil, moi, est-ce que c'était pas Rio Bravo? Je sais plus. Enfin, il parlait. Ça citait quand même beaucoup aussi le western aussi. Et je trouve que lui, il aime bien ce truc-là. Ça se ressent dans ses films. Moi, je me rappelle du final de Otage qui termine quand même. Il va récupérer ses gosses dans une espèce de saloon, quoi. Avec des mecs masqués, avec des portes battantes, avec une espèce de lumière, de grands espaces. Le lieu de l'action d'Otage, ça se passait dans une espèce de truc presque à la Otage, quoi. En plus, avec des mecs presque à la western, avec des grandes falaises, des décors très très larges, des champs, enfin des pertes, enfin champs de vision à perte de vue, tu vois. Il y avait un côté, puis même dans les armes, de la façon dont je me rappelle l'un des 3 bracos, enfin des 3 preneurs d'otages dans Otage. La façon dont il se sert de ses armes, tu sais, il a 2 flingues à la main. Il y a un côté, une imagerie un peu western qui transparaît dedans. C'est des shérifs, tu vois, c'est des shérifs dans Otage, tu vois, ça se passe dans un espèce de vieux bled. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, il y a un truc. T'as toujours le petit coucher de soleil, t'as toujours la petite Ouais, lumière. bah tu vois, ouais, l'imagerie, ouais. L'impression d'être dans un shérif de comté, quoi. Ouais. Et puis sinon, il a fait Marseille apparemment, mais alors là pour le coup, qui a de très 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 mauvais retours sur Netflix. Série, alors je sais pas du tout ce que ça donne. Oui, c'est avec Magimel en plus, justement. Mais je sais pas. Magimel, Depardieu, Nadia Fares encore d'ailleurs. Mais bon, en tout cas pour ce qui est de sa filmographie, ouais, c'est quand même un mec hyper intéressant, c'est extrêmement référencé, mais c'est quand même, en tout cas de Otage à Nick Gap, tu sens sa patte, quoi. Tu sens que le mec est quand même carrément.
Donc voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je t'avoue que je ne sais pas trop sur quel film partir la semaine prochaine. Ouais. Tu vois, au début, je voulais qu'on se fasse Detachment, du coup par le réal de American History X, mais finalement, je pense qu'on va partir sur un Carpenter. Mais je ne sais pas encore lequel. J'ai pas envie de prendre un Carpenter, tu vois, un peu évident, tu vois, The Thing. On la voilà, tu vois, c'est quand même un film qui je veux dire, est-ce qu'on a besoin de préciser que ce film est une tuerie, tu vois, peut-être un plus boudé, ou tu vois, genre le dernier qu'il a fait, ou Ghost of Mars, ou un truc comme ça peut-être, ou Vampire. Je vais voir si on part pas sur un de ces films-là. Voilà, Ghost of Mars, j'avoue que ça va être. Ghost of Mars c'est quand même plutôt nanar, donc ouais, peut-être pas, mais Vampire, je pense peut-être. Faut que je réfléchisse, mais en tout cas j'ai envie d'un petit Carpenter pour la semaine prochaine. En tout cas, ne prends pas The Ward, le tout dernier que j'ai en Blu-ray et qui est une horreur absolue. Mais en même temps, le mec, c'était déjà le moment où il s'en battait des couilles. C'est un mec qui... Et écoute, je crois que je sais sur lequel on va partir. On va partir sur Le Prince des Ténèbres. Ouais, c'est pas le plus connu en plus. Non, c'est ça, qui fait partie de sa trilogie. L'Apocalypse. C'est l'Apocalypse avec The Thing en premier. Le Prince des Ténèbres. Et L'Antre de la Folie en dernier. Exactement. L'Antre de la Folie avec Sam Neill. Et donc du coup, voilà, Le Prince des Ténèbres pour la semaine prochaine. Du coup, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir à tous. Salut Arnaud. Salut Alex. Et du coup, restez déconfinés, mais continuez à regarder des films, c'est important. Salut à tous. Salut.